Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast sur Sens. Nous sommes pour ce podcast avec Emmanuel. Bonjour. Avec Jérôme. Salut, salut. Nous sommes également avec Vivien Féasson. Ça va, Vivien? Ça va très bien. Avec Shadow. Salutations. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui intéresse, je pense, tous les meneurs de jeux de Sens. C'est comment passer de ces fameuses épreuves, ces espèces de nouvelles, ces histoires un peu déterminées avec des personnages fictifs déterminés comme Agonis, Lina, Marius, etc. Comment passer de cela à un scénario jouable pour sa table et pour ses joueurs. Alors, je pense qu'il y a un consensus entre vous quatre. Je parle pas pour moi parce que moi c'est spécial parce que je suis l'auteur du jeu. On verra pourquoi ma situation est spéciale par rapport à ce podcast. Mais je crois qu'il y a un consensus quand même entre vous à ce sujet pour dire que c'est la galère en fait. Tout à fait, ce n'est pas possible. Du coup, c'était un très bon podcast. Donc justement, l'idée de ce podcast, ça va être de donner des clés. D'abord de présenter les difficultés que vous avez rencontrées et ensuite d'essayer de voir comment vous conseillez ou quels conseils on pourrait donner pour les dépasser, pour dépasser ces problèmes. Tu veux commencer, Jérôme? Je te sens, ouais. T'es chaud là. Déjà, moi, je sais qu'on a discuté de plus ou moins de ça avec Shadow hier, enfin complètement par hasard, parce que le podcast n'était pas prévu à ce moment-là. Et je pense que ça peut être aussi important de voir qu'est-ce qui nous semblait important en tant que meneur de conserver. D'accord. Parce que apparemment, on cherche pas tous à conserver les mêmes choses qui viennent de la base. Et je pense que du coup, ça a aussi pas mal influencé notre façon de préparer nos parties avec ces fameuses épreuves. D'accord, très bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au moment de ces épreuves par rapport à vos joueurs? Est-ce que ce sont des difficultés par rapport à vos joueurs ou plutôt comment je vais le mettre en place, comment je vais le mettre en scène? Est-ce que c'est des difficultés par rapport au déterminisme des scénarios? Vas-y. D'accord. Alors déjà, il y a des détails à inventer. Je vais prendre la toute première épreuve. Ouais. Cas d'école, Wilfried. D'accord. Il me semble donc que dans la base, il y a écrit quelque chose du genre quelqu'un est poussé au suicide ou fait une tentative de suicide à cause de ses poèmes et les bugs en sont témoins. Quelque chose comme ça. Exactement. Oui. Et une petite fille, non? C'est pas une. Bah, il n'est pas précisé que c'est un enfant. Une jeune fille peut-être. Une jeune fille, d'accord. Je ne sais plus. Enfin quelque chose comme ça. Et on nous donne pas plus de détails. Donc là, clairement, le MJ est invité à lui-même créer les modalités de cette fameuse tentative de suicide. Ça va. Je crois savoir qu'il y a eu un peu de tout selon les tables et les meneurs. Ouais, tout à fait. Et bon, là déjà, ça c'est pas trop dur, je pense. On a tous chacun notre petite idée quand il y a des trucs comme ça. Est-ce que ça vous plaît, ça, le fait qu'il y ait des choses qui soient laissées à inventer, ou au contraire, vous trouvez ça un peu genre l'arnaque, là, qu'est-ce qu'il a fait l'auteur de merde à nous proposer des scénars qui sont pas finis? Comment vous avez réagi la première fois que vous êtes tombé là-dessus? Ouais, moi je me replonge là dans ma jeunesse. Effectivement, c'est un peu le premier réflexe en fait, c'est bon sang l'arnaque, c'est parce qu'on a l'impression qu'on va avoir quelque chose d'utilisable en tant que tel. En l'état, ouais. Et puis en fait, on se rend compte que ça l'est absolument pas. Donc il y a une première phase de surprise. Spécifique à Sens Renaissance, ça, vous êtes d'accord pour dire que c'est à la fois Sens Renaissance et Sens Mort? C'est dur à dire parce que... même néant. Tous même néant. Moi, je l'ai trouvé utilisable par rapport aux anciens scénarios que je téléchargeais pour Cthulhu, Vampire ou Donjons et Dragons. Salut. Je trouvais ça vraiment vraiment très utilisable parce que c'était très concret dans ce qu'il fallait que j'amène. On mettait pas une liste de tous les PNJ que les personnages allaient pouvoir rencontrer ou des PNJ de l'hôpital et des indices qu'on pouvait leur demander par rapport à la tentative de suicide. D'accord. Vraiment, on nous dit l'essentiel. Vous faites aucune différence entre les scénarios tels qu'ils sont écrits dans Néant et les scénarios tels qu'ils sont écrits dans Sens Mort, Sens Renaissance? Moi, Alors, je suis un peu vexé là. Pas à ce niveau, non, mais si, mais pas à ce niveau-là, pas à ce stade-là en tout cas. D'accord, ok, excusez-moi alors. Parce qu'il y a beaucoup de travail quand même toujours à faire dans Néant, quoi qu'il arrive. Très bien. Je pense que déjà le gros point positif de Néant, outre le fait qu'on y arrive forcément avec plus de bouteilles, c'est que c'est expliqué clairement, alors que dans Renaissance, j'ai envie de dire it's a trap. Et en fait, une fois que on a acheté le livre et on n'a pas ce qu'il faut dedans, quoi. Voilà, on s'attend pas, parce que c'est vrai que quand on lit, et en fait le pire, après c'est peut-être moi qui n'avais pas trop d'expérience à ce moment-là, mais le pire c'est que jusqu'au moment où tu arrives en partie, même si tu as étoffé en rajoutant quelques détails, tu continues à te dire qu'en fait ça va fonctionner comme ça, juste avec les détails supplémentaires entre les coups. Et entre les... Donc en fait, le premier scénario que tu fais, tu te fais un peu avoir parce que tu penses que ça va le faire, et au final tu t'aperçois au premier scénario qu'il te manque plein de choses pour jouer. Clairement. Et donc voilà. Donc ça c'est un truc qu'on peut dire aux auditeurs, si parmi nos auditeurs il y a des meneurs de jeux de sens qui commencent, ne
croyez pas que les scénarios de Sens Renaissance suffisent à eux-mêmes. Il y aura probablement du travail pour vous à faire. Là, tu parlais de la personne qui se suicide, mais je pense qu'on peut parler également de la base militaire au pôle sud qui est pas bien décrite. Non, effectivement. C'est vrai. Il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup plus de problèmes d'ailleurs avec le deuxième scénario qu'avec le premier finalement, parce que le premier, malgré tout, bon, il faut créer, mais les choses sont très, on voit où est le problème, quoi. Il y a quelqu'un qui menace de suicider, c'est un scénario enquête type. On invente 2-3 pistes. Moi, j'ai dû rajouter 1 ou 2 victimes de suicide, pareil, en amont. Les joueurs mènent leur enquête, remontent. Bon, faut écrire le scénario, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors que le deuxième posait d'autres problèmes, en plus du fait qu'il fallait inventer quelque chose. Il y avait des soucis, parfois de cohérence ou d'explication, qui m'ont posé de gros problèmes en fait en cours de scénario. Tu peux en parler rapidement sur le deuxième. Donc on est d'accord, tu parles de Icehill, la colline de glace. C'est ça, exactement. Alors, j'essaye de m'en souvenir. C'est surtout, c'est l'histoire donc du premier quadrilla qu'on voit, c'est ça? Oui, c'est ça qui. Alors, tu veux que je te résume le scénar à peu près, comme ça va te revenir, je pense. Ouais, puis donc, on est amené à enquêter sur une série de disparitions qui ont lieu à la colline de glace, donc qui est un des deux en fait. Lorsque les résistants ont fui la Nouvelle-York suite à la destruction de la Nouvelle-York par Miphos Quadrilla et ses terribles quadrillas, les résistants ont choisi deux issues possibles. Et certains sont partis au pôle sud, d'autres sont partis au pôle nord. Et donc à la base du pôle nord, la base est victime d'une série de disparitions et on suspecte l'administrateur lui-même du pôle Nord d'être responsable de ces disparitions. Il ferait des expériences sur eux. On sait que Vigo Nemeo, donc l'administrateur du pôle Nord, est également quelqu'un qui cherche à créer une arme de destruction massive basée sur l'utilisation notamment de poison et de ce genre de choses. Donc il est possible qu'il fasse des expériences et qu'il se serve des résistants à la base du pôle Sud pour faire ces expériences et commettre ces abominables crimes. D'autre part, Gladius Ward, qui est le responsable, l'administrateur de la base du pôle Sud, lui, est fermement opposé à l'utilisation d'armes de destruction massive. Donc il y a un espèce de débat interne comme ça à la résistance qui se met en place. Donc les bugs sont envoyés là-bas pour enquêter, sachant qu'on se doute que Gladius Ward a envie de confondre l'autre administrateur, mais en même temps, n'est-on pas manipulé par l'administration du pôle Sud qui nous envoie au pôle Nord pour, enfin, il y a plein de choses comme déjà ça. un peu plus que la base déjà. Oui, j'ai l'impression. Ok, bon, d'accord. Et à ça s'ajoute donc le quadrilla, effectivement, qui, alors si j'ai bien compris, se fait passer pour le majordome ou le cuisinier ou je sais plus. C'est ça, le cuisinier de Vigo Nemeo. Voilà, et on retrouve le corps du cuisinier en fait ailleurs et on sait pas pourquoi il a été mis là parce qu'il est sans doute mort depuis plusieurs jours. Alors on a l'impression qu'il est là pour le faire accuser, mais comme rien n'est précisé en fait, je l'ai gardé pour l'effet de surprise, mais finalement après les joueurs ont commencé à poser des questions et je me suis retrouvé un petit peu comme un abruti à dire d'accord. Et plus le fait qu'on sait pas si je sais plus, il y avait une histoire comme quoi on savait pas si la Philonite réagissait ou pas au quadrilla. Alors j'ai une question pour toi, Romaric. Ouais. Est-ce que les détails de la mort de Romuald Crowe et le fait les raisons pour lesquelles il se trouvait là étaient expliquées dans la toute première base? Et tu sais la réponse? Tu l'as lu? Non, mais je suis quasiment sûr de mon coup parce que j'ai une autre anecdote comme ça que je vais dire après. D'accord, il me semble que oui. Parce qu'il y a une autre anecdote dans le même genre, c'est Métatron qu'on trouve dans le parking souterrain de la tour de Graveur. Et a priori, enfin... Bon, ça pose pas de problème dans le scénar, mais j'avoue qu'on peut se demander qu'est-ce qu'elle fout là. Oui. Et en fait, Wilfrid l'avait tué parce qu'il essayait de se barrer de la Nouvelle-York le 3 janvier 1001 en allant chercher sa moto dans le parking souterrain. C'est là qu'elle lui est tombée dessus et qu'il l'a tué. Ça, je l'ai lu. Mais ça, c'est précisé dans Cosmo, par exemple, le coup de la moto. D'accord. Tu l'as lu parce que t'as vu l'extrait que j'ai donné. Ah non, c'est pas. Non. Ah merde, je suis en train de spoiler. Oui, tu viens de spoiler. Ce n'est pas Flavie pour une fois. Non, exact. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est écrit dans la vieille base de 2006. Bah, en fait, tu vois l'extrait que j'ai posté de Cosmo sur le forum. Ouais. Et ben, juste avant. Je crois, ou juste après, je sais plus. D'accord. Il y a l'explication. Non, c'est juste après, puisque l'extrait c'est Wilfrid et Miphos. Mais juste après, en fait, il y a l'explication de pourquoi justement le combat a eu lieu dans le parking. Et d'ailleurs, ce bâtiment-là, le bâtiment dans lequel vous êtes, le fameux théâtre de Graveur, c'est pas n'importe quel bâtiment. C'est le QG de la résistance de Philon Finger à la Nouvelle-York. D'accord. Et donc, mais ça, vous l'apprenez qu'après. Non, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire de voir que c'était déjà expliqué dans Renaissance. Ouais. Il y a maintenant 8 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, bon, c'est pas très grave, mais moi, quand j'ai lu ça, tiens. Ouais. Parce qu'en fait, zone d'ombre en moins. Faut expliquer pour les auditeurs parce que Jérôme a eu l'occasion de voir la base qui a été éditée à 30 exemplaires, à savoir la vieille base en A4 de Sens. Je vois Vivien qui est curieux. Attends, tu l'as vu ou quoi? Non. Non, bah je vais te la montrer.
C'est la fameuse base qui est citée souvent dans les podcasts, c'est celle avec les D12. Avec des caracs où on lance sens plus carac plus compétences. Et oui. Ah, avec ça m'a l'air sympa. Hein. Avec les fiches de tout un tas de personnages. Hein. On a les fiches de Métatron, de Graveur. J'ai jamais vu ça, Emmanuel. Tu déconnes ou quoi? C'est un objet collector. Donc il y en a eu 30 comme ça à être édités. Donc là, Emmanuel entre les mains. Donc elles ont toutes été offertes. Elles ont toutes été offertes à mes amis proches. Donc voilà, il en reste deux. Il en reste deux. Il y en a encore une là. Mais de toute façon, je ne la vends pas, je la diffuserai pas. Et dans cette base, effectivement, les scénarios sont présentés. J'ai envie de dire de manière comme dans les années 2000-90, entre 90 2000, c'est-à-dire qu'ils sont présentés vraiment à la manière d'un scénario de Cthulhu avec si il se passe ça, alors il se passera ça, etc. C'est des vrais scénarios. Parce qu'il y a des plans pour Aqua City, il y a des plans pour tout. Voilà, le bâtiment, là il y a l'infirmerie, là il y a le QG de Gladius. En gros, je crois que dans ces scénarios-là, il y a tout ce qu'il vous manque dans ce podcast. Mon Dieu, ça me rappelle. Attends, mince. Vas-y, Vivien, je t'en prie. J'essaye. Vas-y, c'est bon, ça marche. Ouais. D'accord. Ça me rappelle en fait, moi c'était quand dans ma jeunesse holistique, on va dire quand j'étais adolescent, on avait pour tradition dans le club de jeux de rôle où j'étais d'opposer scénario casus à scénario backstab. Et c'était le scénario casus, c'était celui qui était bien travaillé avec des fois une idée peut-être pas forcément non plus qui cassait des briques, mais au moins qui était bossé jusqu'au bout. Et le scénario backstab, c'était l'idée de scénario qui bouleversait complètement le monde, révélait tous les secrets, mais qui laissait le MJ se débrouiller avec l'essentiel du travail, quoi. Donc là, c'est vraiment un scénario casus, alors. Là, c'est un scénario casus et on se retrouve nous à plutôt le scénario backstab, du coup. D'accord. C'est fun comme truc. Alors c'est marrant parce que moi, je pense que j'ai été plus à l'aise au final de masteriser avec le backstab qu'avec le casus, quoi. Il y a encore. Je crois que c'est parce que tu mets ton doigt sur le métal, en fait. Vas-y, ouais. Ah, c'est marrant. Je pense qu'il y a un point mort sur ce scénar parce que en fonction de la manière dont vous tenez le micro, en fait, il bug. Le lapsus. Sur ce micro, pardon. C'est marrant, ça, c'est bizarre. Donc, tandis que Emmanuel est en train de feuilleter là-bas. Je suis désolé, vous m'avez perdu là. Je viens de trouver les runes, les vestiges de cet endroit. Je suis sur Mars en train de fouiller. Ah ouais, non, c'est vraiment bizarre comme truc. C'est machin. On va inverser, tiens, je vais prendre ton micro, comme ça je saurai quand ça merde. Pendant que Emmanuel... sinon c'est un faux contact au niveau du... D'accord. Ah, c'est bon, je m'en suis remise, c'est bon, on va repartir. Alors donc, comme on disait... Oh la vache, putain, c'est ouf là. Non, on est en train de perdre un micro. Rien. Donc voilà, vous avez découvert la base. On a fait une petite coupure pour ces problèmes de micro. C'est pas sûr qu'on n'en ait pas encore. Donc voilà, vous voyez la base. Voilà, la base. Et donc là-dedans, il y a plus ces problèmes-là, puisque tout est expliqué, explicité, etc. Mais en fait, moi, ça me convient pas. C'est pour ça. En fait, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est que tu vois, c'est un choix. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix délibéré de ma part d'avoir enlevé toutes ces informations. Donc, moi, j'en suis plutôt content. Alors, pourquoi, Jérôme, Parce que en même temps que c'est une difficulté, c'est aussi, à mon avis, une des richesses du jeu et ce qui fait qu'on est autour de cette table en train d'en parler, en fait. Déjà, ça rend le truc très dirigiste. Ça fait vraiment scénar classique où t'as plus qu'à être un bon petit MJ exécutant et tu donnes ton plan à tes bugs font des discussions interminables sur moi je vais là pendant que toi tu vas là, attends c'est peut-être plus court de passer par là. Ouais. J'imagine la bataille d'Aqua City ça doit être interminable avec ce système. Ouais, c'était voilà, il y avait même des jets d'initiative à l'époque. Hein. Oh là là. Ouais, non mais voilà, c'est ça, Non mais bon après c'est vrai que les petits plans, des fois 2-3 petits détails, des fiches de perso pour plus de PNJ que simplement Maria, Gladius. C'est vrai que ça manque un peu. Les plans, je suis pas sûr que l'un d'entre nous considère que ça manque vraiment. En fait, ça pour le coup, c'est vraiment pas ce qui m'a. Non, ce qui t'a choqué. Ce qui m'a gêné, quoi. C'est plus, voilà, des événements ponctuels, genre pourquoi un cadavre là d'un coup. Alors, effectivement, j'aurais pu y passer un certain temps à réfléchir, mais il y a déjà tellement tout le scénar à faire avant. Et après moi, du coup, il y a un truc dont j'ai discuté plusieurs fois avec toi, Rome. Ouais. C'est l'excès inverse, puisque après le moment où je me suis dit j'ai pas assez de détails, j'ai mis trop de détails. Et je
je me suis empêtrée dans un processus, je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais à décrire des choses de façon très rigoureuse à mes joueurs. D'accord. Et à casser un peu le côté magique, le côté un peu. Donc bon, on a eu plusieurs discussions là-dessus, mais au final, je me retrouvais à essayer d'argumenter avec eux sur l'apport en énergie de la base au postulat de la Renaissance. Je vous raconte même pas quand je suis arrivée à mort, la rotation de la varia, l'ascenseur, le serpent qui monte, et comment est-ce que c'est possible et à quelle vitesse ça tourne. Ouais, c'est ça, c'est clair. Quand on commence à introduire ce genre de choses dans les scénarios du MJ, on introduit dans sa tête l'idée que tout est crédible du point de vue géographique, du point de vue physique, du point de vue en fait, il y a une espèce de réalisme en fait qui s'introduit. Alors, je suis d'accord qu'il y en a pas assez dans les nouveaux, mais dans les autres, il y en avait trop et ça introduit du réalisme qui au final va nuire à l'expérience de jeu par ce type de discussion. Mais ça, à la limite, c'est aussi comment dire, Vivien. ça va avec finalement la science-fiction. Généralement, les gens s'attendent à ce que tout soit justifié, on va dire, de façon très Alors rationnelle. que Sens n'est pas un jeu de science-fiction. Mais on en parler, mais il est néanmoins déguisé sous l'apparence. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait, Vivien. Donc les Jérôme, attentes vont avec. Tu voulais intervenir? Moi, je sais pas. Enfin, dans la science-fiction, je veux dire, je vais prendre Stargate, les Goa'uld, ils utilisent du Naquadah. Voilà, c'est pas ta gueule c'est Filonite, c'est ta gueule c'est Naquadah. Et ça fait des lasers, voilà, ça fait des boucliers, ils sont super balèzes. Ouais, bon, mais de là à aller sur des discussions sur la vitesse de rotation de la sphère de Varia. Alors, je sais que tu es scientifique de formation, Emmanuel. Est-ce que tes joueurs en étaient aussi pour avoir des débats comme ça? Oui, je crois. Ouais, la pire espèce des physiciens. Ah, voilà. Ah ouais, si un jour vous m'écoutez, mes joueurs, je vous aimais quand même. Je crois que là, quelle que soit la base, t'y échappais pas de toute façon. Non, mais effectivement, c'est un écueil dans lequel je suis tombée. Et alors après, ça, c'est pas plus mal parce que finalement, quand on se retrouve face à des petits miracles comme le fameux changement de temps, de temps weather, de météo à la fin de Renaissance, bon, ça fait son, c'est ça, ça fait son petit effet. Ouais. Mais effectivement, il y a ce problème-là, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est ce qu'il y aurait pu y avoir en plus des... Alors, du coup, quoi, des PNJ, tu disais, Jérôme, en gros, donc en gros, tu conseilles aux meneurs aujourd'hui de préparer leur PNJ avant, quand même, essayer de trouver des motivations PNJ. Ou des raisons d'agir à des personnages comme Michel Cetra, Gladius Sword. Est-ce que Gladius Sword, je pense qu'on lui a tous donné une apparence différente. D'accord. Bon, c'est pas grave, pas forcément lui donner une apparence, mais donner peut-être quelques pistes. Ouais. C'est qui déjà Michel Cetra? C'est le financier, c'est celui Je suis MJ, hein, ça se voit. Mais lui, enfin, s'il y en a bien, faut écouter l'excellent podcast. Si je demande ça à mes joueurs, je pense qu'ils me regarderont avec des yeux. Faut écouter l'excellent podcast de notre ami Jérôme sur Michel Cetra. Donc, c'est les rôlistes de la cave et le premier parle de Michel Cetra. Et c'est génial, et c'est vraiment super fun à écouter. Ceci dit, enfin, je rebondis sur ma blague qui n'en est pas une, mais c'est pas pour rien d'ailleurs que je dis ça. C'est que c'est le seul qui n'a pas un scénario dédié. Enfin, qui n'a dans la base. C'est vrai que sa description, c'est 4 lignes. Voilà. Il est pas. Il me semble que tous les autres ont un petit rôle à un moment ou un autre, quoi. Mais bon. Ou un gros rôle. Moi, je vais te donner mon point de vue. Quand j'ai ouvert Sens, le premier Renaissance, quoi. J'ai lu le début et je me suis dit, oh putain, il y a rien en fait. Le scénario, c'est moi qui vais devoir le construire, etc. Et au début, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire ça? Et puis. Bon, j'avoue que j'aime bien avoir des parties assez improvisées. Je crée des grandes lignes et puis ça vient un petit peu au fur et à mesure. Les PNJ, je les ai pas préparés avant. Voilà, j'aime bien cet aspect-là. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir très 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 peu de choses, comme tu disais, c'est une richesse du jeu. Et ben Michel Cetra, t'en fais ce que tu veux, quoi. Ah bah ça, c'est qui Michel Cetra? Et ben ouais, c'est qui Michel Cetra? Et voilà, créer sa partie, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser, quoi. J'ai aucune information là-dessus. Comment je fais? Ben voilà, en fait, c'est ce qui va créer toute la richesse de vos parties, en fait. Et le propos aussi de Sens, c'est que chaque table va vraiment avoir son histoire. Il y en a pas un qui a le même Gladius Sword, le même Michel Cetra dans les autres jeux de rôle, on va dire classiques. C'est pour ça que quand on me dit que Sens est un jeu de dirigiste, oui et non. Oui et non, parce que bien sûr qu'il y a une trame de fond, mais on peut tellement broder autour, quoi, que... Après, Sens a cette particularité d'être situé, en fait,
quelque part, on est au milieu de 2 lignes de tension, c'est-à-dire là, le dirigisme entre guillemets, le fait que c'est un jeu à secret, qui est, bon, on va dire, enfin, je vais jeter des fleurs, mais qui est malgré tout, relativement complexe, fouillé, où on a l'impression que la plupart des choses ont été très réfléchies, on n'ose pas trop. Contrairement à un truc qui aurait été peut-être un peu plus bâclé ou je sais pas, on n'ose pas trop rajouter des détails et en même temps ce côté inventez vous-même. Et du coup, bon bah des fois ça marche bien, des fois, enfin on est au milieu de ça quoi. Il a le cul, on est au milieu du guet quoi. Ouais, et voilà. Le cul entre deux chaises, entre le déterminisme et la super liberté. Et là on va s'attaquer à un autre problème. Enfin, un premier problème, c'est que créer, ok. Mais comme l'univers est très cohérent, enfin, on a vraiment l'impression que tout va avoir une explication. Et ben, des fois, on a peur. On se dit, est-ce que je peux vraiment faire ça, quoi. Souvent. Ça se retrouve énormément. Dans les mails que je reçois, c'est très, très régulier. C'est vrai. C'est dans les mails que je reçois, dans les messages que j'ai sur les forums, c'est super régulier. C'est, je voudrais faire ça. Est-ce que j'ai le droit? Sous-entendu, est-ce que ça va pas contredire la cohérence? Et ma réponse est toujours la même. C'est évidemment tu as le droit, et quand bien même il y aurait une incohérence, je suis pas sûr que tu pourrais pas par une pirouette t'en débarrasser. Donc de toute façon, en dernière extrémité, c'est non mais c'est l'auteur qui s'est trompé. Ouais voilà, c'est ça, tout à fait. Oh bah moi je suis plus franc que ça avec mes joueurs. Hein. Quand je dis bon bah voilà, je dis rien, c'est comme ça. Et puis si jamais il s'avère que non, bah je leur dis bah de toute façon je l'avais pas l'info. Donc ouais non, c'est comme on parle beaucoup des parties après les parties. Mais à un moment, je leur dis, bah voilà, ça, on va peut-être le modifier un petit peu, etc. Enfin, je suis très honnête avec mes joueurs. Mes joueurs acceptent que je ne sache pas tout aussi. Et puis voilà, la cohérence se remettra en place au fur et à mesure de notre discussion. C'est difficile en tant que MJ de mettre sa propre posture en danger. Tout à fait. En disant, je vais peut-être me contredire à un moment. Moi, je trouve ça très difficile. Ça, il faut vraiment, c'est parce qu'il faut désacraliser l'image qu'on a de son meneur de jeu, en fait. C'est ça. Non, mais il faut préciser à ses joueurs directs. Jérôme. Je pense que c'est important que le MJ n'est pas une espèce de m'as-tu vu de tous les scénars ou quoi qui connaît le Silmarillion par cœur. Le MJ100 c'est un chercheur autant que c'est dans un jeu à secret. Nous aussi on a des secrets et là Cosmo n'est pas sorti, on se pose encore plein de questions et on aura peut-être même pas les réponses finalement comme les joueurs. Exactement. J'invite tous les MJ pris en défaut à tout mettre sur le dos de Romaric Briand qui est responsable Exactement. Qui est responsable de leur malheur. Évidemment. Tu voulais ajouter quelque chose sur la sacralisation du meneur, je crois. Non, sur la sacralisation du meneur. Sacralisez-moi, mais bon. Non, mais ça existe. Hein. Il y a des vrais cultes qui sont voués à certains types de meneurs de jeu, etc. Et il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que le meneur n'est qu'un joueur parmi les autres. Il n'est pas ni plus ni moins. Oui, mais dans un jeu à secret, on est le détenteur des secrets. C'est très très délicat. Un jeu à secret avec un système qui laisse quand même une large part aussi à la maîtrise du MJ, quoi, qui décide quelque part la plupart du temps. C'est vrai. Et puis franchement, c'est un jeu qui parle de ça. Oui, bien sûr. Et parmi les auteurs, enfin je sais pas. Vous avez pas eu l'impression de découvrir des choses, vous, en voyant vos joueurs évoluer dans l'univers? C'est ce que je disais à Shadow l'autre jour par rapport à ses craintes pour Sens Néant. Shadow. J'ai immédiatement oublié ce que je voulais dire. C'est génial. Donc, voilà, j'ai vu saisir son micro, j'ai vu son regard, j'ai vu que ça avait disparu. Non mais alors, je sais pas. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Là, je crois que c'est vraiment une conséquence directe de ça. Exactement. On parlait de Sens Néant après tout. Dans Néant, oui, on parlait de Sens Néant. Voilà, c'est ça. Non, je crois remettre la main dessus. Je sais plus si ça avait un lien avec ce que tu disais, j'en suis désolé si ce n'est pas le cas, mais le fait de se poser des questions et de se dire est-ce que ça va coller, etc. Finalement, on se confronte, on est obligé de réfléchir un peu plus loin que ce qui est écrit. Voilà. Et c'est ainsi que Sens se confronte à la liberté de ses joueurs. Voilà. Parce que si j'avais écrit des scénarios, Sens serait vraiment tout puissant. C'est-à-dire que, alors, je me suis retrouvé avec un gros problème quand j'ai écrit des scénarios de Sens. Alors, je vais faire la genèse du problème qu'on est en train de citer maintenant. Évidemment, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, je suis capable d'écrire des scénarios avec des plans, des machins, et vous en avez la preuve puisque vous avez le livre et vous pouvez le regarder. Le truc, c'est que quand j'ai écrit ce jeu, je me suis dit, non, mais le propos du jeu, c'est justement le dirigisme versus le libertarisme, je sais pas comment le dire, des joueurs. La volonté des joueurs contre le monde. Comment on fait pour écrire des jeux, des scénarios dont c'est le propos? Comment on fait? Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, on peut pas. Et là, je suis tombé, en fait, moi-même, j'ai découvert, à ce moment-là, tout seul et à l'époque, sans les concepts pour le penser, le fameux truc impossible avant le petit-déj. C'est-à-dire qu'on peut pas dire le meneur
écrit l'histoire d'un côté, et il y a de l'histoire déterminée d'un côté, et les joueurs, enfin les personnages de ces joueurs sont les héros de l'histoire. Donc je me suis dit, comment faire ? Eh ben, je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut que mes scénars n'en soient pas. Donc déjà, j'ai oublié le terme de scénario. J'ai dit, non, c'est pas des scénarios, ce sont des nouvelles ou des épreuves. Et dont le but est de montrer au MJ la direction artistique dans laquelle créer, avec des révélations qui souvent leur plaisent et qui du coup, ils conservent. Mais je vous rappelle qu'il y a des MJ de sens qui n'utilisent pas ces révélations. Par exemple, des gens comme Sebi Jack sont des gens qui jouent à Sens. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'ils continuent à jouer à Sens, sachant qu'ils ne révèlent pas les choses au même moment, etc. Mais n'empêche qu'il a fait une autre interprétation, un autre sens. Et moi j'aime beaucoup cette idée, c'est ce que je racontais avec Vision of Escaflowne, que justement il y avait différents, dans l'OAV, ils avaient pris une orientation différente sur Escaflowne, en disant, ben voilà, ce n'est qu'une vision d'Escaflowne finalement, et chacun a sa vision d'Escaflowne différente. Et je trouve que pour Sens, ça colle parfaitement également, quoi. Emmanuel, tu voulais intervenir là-dessus. Donc c'est voilà d'où l'origine, c'est que en découvrant le truc impossible avant le petit déj, je me suis dit je peux décemment pas écrire un scénario. En même temps, j'avais pas de solution au problème de Ron Edwards pour Sens, puisque le propos du jeu c'était justement le truc impossible avant le petit déj. Donc voilà, donc j'ai décidé d'une solution intermédiaire en disant vous savez quoi, démerdez-vous. Emmanuel. Effectivement, non, mais on se rend très vite compte que c'est tout à fait cohérent. Après, je crois que ce qui se passe aussi, c'est un petit problème d'habitude quand on vient du jeu de rôle traditionnel, parce que on se retrouve dans ces petites nouvelles avec un contenu qui équivaut à 3 choses totalement différentes dans les jeux classiques. D'accord. C'est-à-dire, d'une part, les parties qui sont un petit peu les descriptions d'univers. Où voilà, vous allez dans vos pages univers, telle ville, machin, le background, exactement. Ouais. D'autre part, souvent on voit un côté couleur du jeu avec, c'est souvent en italique dans les bouquins de jeux de rôle traditionnels, avec une petite histoire racontée qui permet d'expliquer dans quelle ambiance ça se passe, comment les gens réagissent, etc. Et en troisième lieu, d'une partie de scénario avec, ça c'est un secret, il va se passer ça, 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 il peut se passer ça, ça, ça. D'accord. Et en fait, ces 3 choses-là sont mélangées dans la nouvelle. Enfin, la nouvelle fait office de ces 3 choses-là, et donc il faut que on ne sait pas ce qui est de l'ordre de la couleur, de l'ordre de la nouvelle, de l'ordre du background, etc. Parce qu'il y a quand même une chose qui est très très importante et donc propre là à Sens, au déterminisme et à la fois au truc jeu à secret, c'est qu'il y a quand même des points fixes. Alors, exactement. En plus, là pour moi, pour le coup, je pense que c'est le bon moment d'évoquer cette question-là, c'est assez large. Mais sur les 3 sens, je trouve qu'on a 3 choses différentes. Alors, Renaissance, on n'a rien. Ça c'est réglé. Il n'y a pas de point fixe. Il y a les points fixes, mais on n'explique pas. Voilà. Quoi. Dans Mort, à un moment, c'est dans l'appendice, il y a attention. Ça doit avoir lieu. Et ça doit avoir lieu et ça ne doit pas être modifié. C'est très clair. Et il n'y en a pas tant que ça, hein, finalement, par rapport à l'ensemble de la campagne. Il y a 6-7 points fixes qui touchent à la nature ou aux relations de certains personnages. Il n'y en a pas un qui est d'importance du type il faut tuer, exorciser tous les préfets, c'est ça. Oui, il y a un ordre. Les uns, enfin dans l'ordre du Petit Prince. Enfin, c'est pas là pour le coup celui-là, il tire en une ligne, mais je mets les conséquences sont importantes par rapport à l'ordre parce que moi je vais avoir des choses à dire là-dessus. Ouais, aussi. d'accord. Et au final, dans Néant, moi je. Il y a une incohérence d'ailleurs là-dessus, mais bon, excuse-moi, Emmanuel, vas-y, continue. Il n'y a pas de problème. Et dans Néant, il y a quelque chose que je trouve absolument fabuleux, c'est tout un passage avec les révélations qui sont plus ou moins en vrac. Alors. Bon, on en rediscutait avec Gérard avant le petit-déj, justement, que de temps en temps, il y a des révélations qui sont dans les paragraphes révélations, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu ailleurs, et puis quand on les cherche, on est un peu perdu. Mais bon, ça, après, c'est forcément... problème d'organisation du livre, parce que... Parce que justement, je voulais qu'il soit lisible. Si seulement on faisait des podcasts sur la dissertation, l'organisation. C'est ça. Ce serait intéressant, n'empêche. Ça, le livre en tant qu'outil de maîtrise sur place, enfin voilà, c'est vrai qu'il y aurait des trucs à dire aussi parfois. C'est ça. Voilà, ça on peut donner le conseil justement au MJ de préparer toutes les informations, etc. Sans le bouquin, enfin en dehors du bouquin, et le bouquin on le prend pas pendant les parties, hein. C'est inutilisable. Si seulement le créateur se fendait d'un ou deux PDF.
d'aide de jeu. Le problème, c'est que je ne sais pas là où je dois vous aider. C'est ça le problème. C'est-à-dire que sur Renaissance, ce serait possible, et puis plus on va avancer, plus on risque d'avoir une vision différente des choses. Et Bah puis oui, à un moment, c'est ça. les aides de jeu, est-ce qu'elles vont vraiment aider ou... Alors, et je remarque qu'effectivement, nous, entre meneurs, on finit par se mettre à disposition les uns les autres pas mal de contenu, mais ça, on n'y touche pas trop, ça. Et ça, je trouve j'ai ça génial. l'impression Et ça, je on tiens a à dire que c'est l'impression, génial. on a peur de s'y C'est piquer. exactement comme ce qui se passe à la cellule. C'est-à-dire que les gens arrivent avec leur contenu, des gens nous écoutent, ils se disent, ah, ça, c'est une bonne idée et tout. Ah ouais, ce personnage-là, je le voyais pas comme ça. C'est tellement mieux ce qu'il a fait lui et tout. Et moi, c'est ce que je voulais pour le jeu. Et il me semble que c'est un des propos du jeu de rôle. C'est que, justement, la fiction soit malléable, jusque dans la création et dans les improvisations des MJ eux-mêmes et qui s'échangent ensemble, tu vois. Qu'ils échangent sur un jeu en échangeant leur propre création et que chacun fasse son marché. Jérôme, excuse-moi. Bah ouais, non mais exactement, parce que moi je sais que sur le forum, à un moment j'ai posté un grand post sur un PNJ, un mode d'emploi pour un PNJ, une quadrilla que Carrément, j'avais inventée. sauveuse. Voilà, Avec- sauveuse donc. Qui a eu un succès Bah, incroyable. En tout cas, j'ai reçu plusieurs messages. Ah ouais, et non, tout, non, si, moi je. je sais- Aujourd'hui, Sauveuse, c'est presque un personnage de sens. Pour les gens qui commencent, ouais, c'est devenu c'est- quasiment un Ah bah, personnage officiel. Moi qui ai loupé le post en question, régulièrement, j'ai l'impression d'avoir lu une autre base, en fait. Est-ce que tu vu pourrais le présenter. Tiens, vu le nombre de gens qui en parlent, justement. Sauveuse. exactement. Est-ce que tu pourrais présenter rapidement le personnage Alors, de Sauveuse? Vas-y. Alors, sauveuse, c'est un mélange de deux concepts. Déjà, j'avais que des personnages masculins à ma première table et je voulais essayer d'avoir une relation Lina-Météa. D'accord, très bien. Donc, je me suis dit, je vais créer un quadrilla féminin pour essayer d'avoir un Déjà, excellente idée déjà. pendant Ouais. à Météa. Hétérosexuel, t'entends. Oui, voilà. C'est bien sûr, parce que sinon. Et donc, et j'ai mélangé ça avec un truc dont vous aviez parlé dans un des podcasts où Tu vois, le podcast a servi à créer un personnage qui lui-même servira à un créer des quadrilla, podcasts. c'était Un jour, on fera des podcasts sur Sauveuse, tu verras. Ouais. C'est ça qui est beau. Non, mais c'est vrai. Un quadrilla, c'était infiltré au pôle sud en se faisant passer pour un enfant. C'était, Oui. vous en aviez parlé dans un podcast. Absolument. Et du coup, moi, cette quadrilla vient croiser les bugs régulièrement. Elle est fascinée par eux. Et elle a deux, trois identités différentes dont elle se sert pour venir les voir. Très Et bien. de fil en aiguille, bah, il y a une relation qui se fait. Là, pour le coup, c'est c'est les rapports de partie de Shadow qui m'ont inspiré, et notamment le joueur de Yosei. Que- Bob. Oui, voilà, qui Personnage s'est rendu compte que son amante était un quadrilla. Oui, si Et, là. Ouais. et c'est ça, et je voulais avoir ce résultat-là. Non, mais c'est vraiment un mélange du rapport de Shadow, Et du tu truc vois dans le podcast. Fiction, malléable. Et maintenant, Et voilà le il y a résultat. un MJ qui me dit après sur le thread, on dirait un personnage de la base, et c'est vraiment le plus beau compliment qu'on pouvait me faire pour un. Ah non, mais moi, PNJ clairement, comme ça, moi, quoi. je te le dis tout net, hein, c'est clair qu'il il respecte à fond les canons esthétiques. Aujourd'hui, la majorité des MJ qui commencent l'utilisent. On le voit dans les rapports de partie. Clairement, Sauveuse aujourd'hui a sa vie à part entière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un personnage. Et ça, je trouve ça beau, en fait. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc qu'on n'aurait pas pu avoir s'il y avait eu un scénario déterminé et machin. Je crois pas que ça aurait suscité cette créativité. Je dis souvent que le but de mes jeux, que ce soit le Val ou Sens, c'est souvent d'inciter les gens qui les jouent à être eux-mêmes créatifs. Et c'est ça qui me plaît dans le jeu de rôle aussi, c'est que c'est un média à part entière là-dessus qui pousse. De toute façon, si on veut le pratiquer, on doit être créatif. On n'a pas le choix. C'est un jeu, c'est un média qui ne laisse pas le choix là-dessus. Donc, j'adore ça. Certains moi, te j'adore diraient cette histoire. l'inverse en parlant de Donjons et Dragons, par exemple. Et Donjons et Dragons, t'es vachement créatif quant aux stratégies que tu emploies pour buter certains types de monstres. T'es vachement créatif quant aux campagnes que tu vas faire. Je crois que Donjons et Dragons, faut pas le caricaturer. Hein. Moi, j'ai fait une partie extraordinaire de Donjons et Dragons avec le Grumpf. Je te prends rapidement le scénar, on transporte un coffre. Il y a 20 personnes qui partent dans une direction donnée vers le palais d'Ina, avec 20 coffres. Parmi ces 20 coffres, il y en a un qui transporte un truc ultra dangereux qu'il faut à tout prix céder. Mais tu sais pas si c'est toi, si c'est les joueurs, toi-même, qui avaient le bon coffre, en fait. Et je te jure que rien que cette prémisse-là, c'était du AD&D. Hein. Il y avait du jeu de plateau, il y avait tout ce que tu voulais. Et le fait qu'on trimballe un coffre dont on ne sait pas s'il est dangereux ou pas, fait qu'au cours des déplacements de figurines et des trucs, on est toujours en train de se dire, attends, le coffre, oui mais le coffre, on a une probabilité d'une chance sur 20 qu'il soit tout pourri, etc. Il y a moyen de défendre des putains de propos, des putains d'idées en jouant à D&D. Hein. C'est un super jeu. Je vais juste rajouter un petit truc sur Donjons et Dragons. Après, ça pourrait être pas mal qu'on revienne sur Sens. Mais, oui, excuse-moi. moi, j'avais fait une grande campagne de 4 ans sur Donjons et Dragons dans les Royaumes oubliés. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaît.
Et bon, dans cet univers-là, il y a des dieux, et il y a un dieu des dieux, une espèce de big balls, qui s'appelle Ao. Et moi, à la fin de mes 4 ans de campagne, mes joueurs, Ao s'était fait détrôner, il était parti. Et les personnages s'étaient rendus compte qu'il y avait une bande de guignols qui se servaient de leur vie pour du divertissement. Et le but, c'était de remonter, de percer une forme de réalité pour venir leur péter la tronche. D'accord. C'est marrant. 2 ans plus déjà tard, du sens. et 2 ans plus tard, je tombe sur 100. Mais voilà, et j'étais parti de Donjons et Dragons et j'ai créé des trucs. Ah non, mais attention, je fais exprès de soulever ceci. Hein. Moi, je suis un grand fan de Warhammer. On peut le. Oui, c'est vrai. Enfin, attention. Ouais. Hein, on peut se la mettre. Qui sait quelle la plus grosse entre Warhammer et D&D? Mais ce n'est pas le propos de ce podcast. On sait déjà. Ok, d'accord. Après, bon, c'est vrai que c'est vraiment le problème, c'est le format bouquin et les révélations éparpillées. Voilà, c'est super à lire, mais je vais prendre un exemple. Alors, Solipsis, c'est très compliqué de savoir tout ce qu'elle sait parce que elle parle dans plusieurs bouquins. Un personnage comme Wilfried, faut lire sa vie, qui est au début de l'épreuve 3. On peut lire sa fiche de personnage qui est à la fin de Renaissance. Si on veut savoir un peu ce qu'il sait, quand il discute, rien que dans Renaissance, des fois on est obligé de se se référer à mort pour savoir ce qu'il dit à ce moment-là, si on veut les teaser un peu, les joueurs. Je comprends. Et pas simplement leur mettre un mur s'ils posent la bonne question à Wilfried, pourquoi pas, quoi. Vivien voulait intervenir. Non, appelle-toi, je te voyais prendre ton micro. Si, mais enfin, j'attendais qu'il ait fini parce que c'est pas forcément en rapport direct avec ce que tu Alors moi, je voudrais juste ajouter un truc répondre ou ajouter quelque chose à ce que vient de dire Jérôme, c'est que évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, on va dire, alors c'est des problèmes, mais en même temps, le jeu a les défauts, a les qualités de ses défauts et inversement. Il y a beaucoup de choses dans ce sens qui sont issues du problème il fallait que ce soit un livre aussi agréable à lire. Et ça, j'y tenais vraiment. C'est-à-dire que je veux que les joueurs qui aient fini l'intégralité des Sens prennent le livre de Sens et apprennent des choses et découvrent des choses et le lisent comme que la lecture de Sens soit une aventure à part entière. Fasse partie du jeu en fait, que le jeu commence dès que tu trouves le livre. D'ailleurs, le livre te parle à toi comme si tu étais un joueur. D'ailleurs, en fait, tu es déjà en train de jouer à partir du moment où tu lis le livre. Bah à ce niveau, je pense que, moi j'ai envie de dire que le pari est réussi parce que je sais que ça faisait longtemps. Honnêtement, les jeux de rôle énormes, je supporte plus ça et Sens, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de plaisir. Enfin, j'étais un peu fébrile à l'idée de recevoir Néant et de le lire. Mais tu vois, Vivien, ce pari est réussi, mais il va avec le revers de la médaille. Défaut, ouais. Qui est, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire en fait. Les PDF. Donc voilà. Emmanuel, moi, ça me fait une très belle transition de trouver par rapport aux personnages en fait, parce que du coup, comme tu en as fait un roman, tu as mis des personnages qui sont des personnages qui ont déjà été joués. Ah oui, d'accord. Voilà, Agonis, Lina, etc. Alors bon, là, on a eu quelques discussions aussi. Je sais qu'il y a des MJ qui les ont repris, qui en font un petit peu des figures, tout à fait, phares moi, de la résistance. Certains des personnages, Lina, Agonis en particulier, plus que les autres, sont très présents, vont guider les joueurs, les emmener. Alors en fait, mes joueurs et moi-même, on n'a pas cette approche philosophique que d'autres peuvent avoir, donc on voulait appréhender cet aspect philosophique aussi. Et donc je me suis servi de ces personnages pour les emmener dans les réflexions que les joueurs de Lina de Cali et d'Agonis avaient déjà eues. Enfin, je formule mal, mais voilà. Ce sont des tuteurs. Exactement. Tu t'en es servi comme des tuteurs, comme des guides. Du coup, c'est ça. Est-ce que ça t'a permis du coup peut-être de t'affranchir un peu des immortels qui voilà, alors exactement. Voilà, théoriquement, c'était les immortels qui devaient jouer ce rôle, mais du coup, tu l'as fait jouer, et c'est très bien en fait. Je pense que c'est une bonne. Exactement. Par exemple, quand je chantais que Solipsis retenait peut-être un petit peu trop de choses, etc. Bon, je faisais peut-être intervenir un autre personnage pour les apaiser un petit peu. Lina Cali, qui est assez proche. Maria qui venait rajouter de l'huile sur le feu en disant oui, vous avez raison, c'est une traîtresse. Voilà, on peut se servir. Voilà. Subtil. Donc par rapport au personnage, Emmanuel. Alors qu'est-ce que tu voulais dire sur ces personnages? Alors en fait, donc moi je les ai pas du tout utilisés. Alors c'est vrai que du coup, on s'attend un peu sur les premières parties aussi à ce que quelque part nos PJ aient un peu les mêmes réactions, donc il faut déjà s'affranchir de ça. Ouais, c'est pas sûr en fait.
Et en fait, moi, je pense que j'ai rencontré un problème vis-à-vis de ça. En fait, je suis en train de comprendre un truc dont j'ai discuté avec toi. Donc, c'est bien, mon cerveau fonctionne. Waouh! Toi, qui, toi? Parce qu'on n'entend pas. D'accord. Moi, Manu, en tant que MJ. Mais t'as discuté avec... Ah non, avec toi, Romaric. Avec moi, Romaric. Excuse-moi. Faut bien dire les noms, parce qu'on est en podcast. Hein, y a pas la vidéo, là? Je me suis fait tout beau et tout. Très chouette, la chemise, très chouette. C'est clair. Quelle classe. Non, c'est qu'en fait, quelque part, dans ces petites nouvelles, du coup, les personnages, leurs réactions, enfin, les réactions de ces personnages, donc qui sont Lina, Agnis, Nathaniel, etc., et les réactions des immortels sont finalement décrites de la même façon. Et je me rends compte que, en fait, moi, ce que j'ai discuté avec toi, Romaric, c'est que mes joueurs avaient l'impression que mes immortels étaient terriblement déterminés, au sens où ils avaient des réactions qui étaient assez caricaturales. Alors, ce que j'ai justifié en disant, bah oui, c'est normal, c'est des incarnations des runes, ils sont un peu anormaux, ils sont pas vraiment complets, ces gens-là, voilà. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'en fait, il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est que quelque part, j'ai calqué leurs réactions dans ces petites historiettes sur mes scénars, et que donc c'était peut-être moins spontané que si je les avais eu en tant que PNJ avec une fiche de caractéristiques, que je leur avais construit leur propre personnalité et que je les avais insérés dans mes scénarios. Je me rends compte un petit peu de ça en fait, donc voilà, mea culpa, mes joueurs encore une après, fois. tu peux toujours rattraper cet aspect inhumain que tu as apporté aux incarnations personnelles, parce que on a eu ce souci-là à notre table aussi, et Romaric m'a dit, c'est simple, hein, si tu veux redonner un petit peu d'humanité à tes personnages, tu leur fais faire un scénario avec les joueurs, si tu en as encore la possibilité, ça dépend où tu en es, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est simple. Ils ont l'air un petit peu lointains, etc., d'incarner, voilà, des choses. Et un scénario, juste eux et les bugs, quoi. Enfin, lui, l'incarnation et les bugs. Et tu vas voir le fait de pouvoir échanger, les interscénars pour ça sont vraiment... Voilà, ça fonctionne très bien et du coup ça humanise vachement, ça crée des liens que tu as du mal à tisser sinon, quoi. Du coup, Wilfried qui vit beaucoup de choses avec eux, j'ai l'impression que c'est plus facile, qu'ils ont tissé plus de liens. Et c'est là-dessus qu'on avait conclu la dernière saison en disant que Wilfried était souvent adoré des joueurs parce que justement c'est celui qui est le plus proche d'eux, le plus intime en fait. Avec il a combien de lignes en fait, Wilfried, dans la base? Pas tant que ça. Hein. Je pense que c'est ça en fait qui le rend sympathique. C'est qu'on se sent pas obligé de le jouer, de le réciter en fait. C'est normal qu'il ait un visage par mètre de jeu. Mais du coup, c'est le plus naturel quelque part parce que c'est celui où on n'a pas de. Parce que c'est vrai. Ouais. Quelque part, les lignes des immortels deviennent les lignes du MJ parfois. Enfin, même si c'est pas forcément le but. Moi, en tout cas, je me suis senti contraint. C'est tout à fait le but. Voilà. Et c'est pas un hasard. Enfin, moi, je vous dis, il y a pas de hasard là sur ce choix-là. Tu parlais de liens qui sont difficiles à tisser. Parfois, Shadow, j'ai un joueur lui qui a eu la bonne idée de faire un personnage qui est donc le fils adoptif de Gladius Sword, donc qui se retrouve par extension neveu adoptif de Maria et petit-fils adoptif de Finn Longfinger et neveu adoptif de Wilfried. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça fait un personnage qui est un peu au centre de tout. Je sais pas, ça peut être sympa, je pense, de conseiller à un joueur de cette éventualité, familialement parlant. L'idée comme ça. Vous savez, vous pourriez être. D'accord. Sinon, je pense qu'on peut aussi parler de la bataille de Berlin, parce que là, c'est un sacré truc. Je voulais juste rajouter un tout petit truc sur les PNJ, justement. Enfin, les PJ changés en PNJ à partir de sens mort, en fait. C'est encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. C'est chaque pièce a deux facettes. C'est-à-dire que d'un côté, ça donne des idées. C'est-à-dire peut-être que j'aurais pas eu l'idée. C'est ça, moi, c'est voilà. ce que je voulais. Ouais. Et d'un autre côté, on commence un petit peu à contraindre ses propres joueurs, à se dire, tiens, si je le poussais dans cette direction parce que tel joueur dans une autre campagne a eu cette idée, et finalement, est-ce qu'on les empêche pas aussi d'avoir leur propre quelque part? Est-ce que nous, en tant qu'MJ, on n'aurait peut-être pas des idées plus organiquement liées à son groupe à sa table? La présentation que j'en ai faite dans Sens Mort, c'était un tel a décidé de faire ça, un tel a décidé de faire ça, un tel est devenu comme ci, un tel est devenu comme ça. Le but, c'était vraiment pour le coup de donner des possibilités et pas des contraintes. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, mais du coup, comme ça occupe finalement une place importante, notamment en termes de dialogue, parce que finalement les dialogues des immortels qu'on a, contrairement à Sens Renaissance, ils existent à travers ces PNJ. Ah oui. Et du coup, honnêtement, en plus, les PNJ s'expriment le pire est à venir. Hein. Ouais, et les PNJ s'expriment les petits PNJ s'expriment comme s'ils avaient tous fait une maîtrise de philo.
peut-être le cas. C'est vrai, par Voilà, c'est le cas. Et ce n'est ni mon cas ni celui de mes joueurs, et du coup forcément on a l'impression que les immortels parlent un peu tout seuls, comme s'ils conversaient avec un fantôme, le fantôme de la campagne précédente, quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Ce qui est un risque, voilà. Ce qui est aussi en partie une erreur de ma part, hein, mais. Et c'est ça que voulait dire Shadow tout à l'heure, je crois, hein, en disant qu'ils étaient tuteurs, c'est que quelque part ça le permet aux immortels de converser avec des gens. Exactement, oui. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que le Agonis de la base, enfin qui est présenté dans la base, c'est pas forcément celui que j'utilise. Je me suis servi d'Agonis, j'ai pris ce dont j'avais besoin, j'ai laissé aussi des choses de côté, et ils se ressemblent pas. Hein. L'Agonis de mort, enfin quand on est arrivé à mort, c'était pas le même que celui que je voyais dans la base, quoi. Tu les as introduits quand, en fait, moi, assez tôt, puisque. Mais en tant que bug ou en tant que membre de en la tant que résistance bug, ils ont fait des missions avec eux. J'ai beaucoup exploré. Enfin, j'ai essayé d'explorer un minimum Renaissance. Attention à ta bière, Shadow. C'est pas du tout une bière, mais j'en veux bien une. C'est une pinte de thé. Une pinte de thé. C'est vrai en plus. Oui, j'ai fait pas mal de missions avec eux. Ils étaient des bugs. Alors, je me suis permis de tous leur donner un grade supérieur à mes joueurs. Voilà. Et aujourd'hui, ils les ont tous dépassés. Voilà. Ça, c'est sympa aussi. Donc, on voit bien que c'est pas, qu'ils sont plus les personnages importants de mort où finalement il y a que eux qui, enfin quand on lit, c'est eux qui vivent l'histoire. Ils ont pris, enfin j'ai gardé ce que je voulais du PNJ, quoi. J'en ai fait ce que je voulais. Au début, c'était un tuteur et puis je le transforme. Le truc et c'est qui est plus top, les mêmes. c'est que je suis sûr que tu vas peut-être même pouvoir les faire se retourner contre tes joueurs dans Cosmo. Ceci dit, ça, évidemment, ce n'est possible qu'à condition d'avoir lu déjà Sens Mort avant même de faire jouer Sens Renaissance. Alors ça, c'est un des problèmes de la saga en général. Voilà. Et puis, parce que moi, Sens Renaissance, je croyais que les bugs, c'était les joueurs, point. Qu'il n'y avait pas de potentiel, pas de machin, enfin voilà, que c'était genre impossible d'avoir d'autres. Et puis en plus, on les connaît pas vraiment, enfin à part par les podcasts. Justement, à part par les podcasts, je le trouve essentiel. Oui, bien sûr. C'est que on a la thématique, grosso modo, c'est comment préparer ces scénarios avec ce qu'il y a dans la base. En écoutant les podcasts. On n'aurait pas dû mettre avec ce qu'il y a dans la base, on aurait dû dire avec la base et les podcasts. Je trouve que si quelqu'un nous écoute pour la première fois, il faut absolument écouter le reste, il faut essayer de s'imprégner un peu de ce qu'il y a, parce que moi aujourd'hui j'ai quelques regrets, j'ai des regrets sur Renaissance, parce qu'il y a des choses que j'ai découvert par la suite qui existaient déjà quand j'ai commencé, et que j'aurais dû faire l'effort de lire ou d'écouter, et si j'avais su, quoi. Moi c'est pire, j'ai écouté quasiment tous les podcasts. Si j'avais pas commencé, profitez-en, écoutez tout avant de commencer. C'était, il y a des choses extraordinaires. Mais surtout, les écoutez pas avant de lire entièrement, parce que sinon, comme moi, vous les aurez oubliés avant de pouvoir mettre le doigt sur à quoi ils correspondent. Et du coup, c'est comme si vous les aviez pas écoutés ou presque, quoi. Mais bon. D'accord. Ouais, donc du coup, faut se les retaper. Faut se les retaper. Pourquoi pas, c'est sympa quand même. Les podcasts sont organisés. Après, il faut faire un petit peu. Quand on a la question, hop, je vais écouter le podcast qui correspond. Par exemple, le premier quadrilla qu'on affronte, Pôle Nord, enfin la colline de glace. Il n'y a pas de spoil possible là. J'avais aucune idée de ses stats ou de quoi que ce soit. Enfin. Moi, je crois que dans la base, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais il n'y a aucune information dessus. D'ailleurs, à ce propos, c'est le seul quadrilla qui est capable de prendre une apparence humaine, de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, d'un humain déjà existant. Bah, logiquement, ils étaient tous capables de le faire. Dans la première base, ils sont tous capables de le faire. Donc, il y a des choses qui m'ont dérangé. Enfin, même avec ce quadrilla, il a été... Enfin, on nous dit que ce sont des quadrillas de vie, qui peuvent pas faire de mal, etc. Je sais pas si vous vous rappelez quand on arrive à la colline de glace, enfin quand il lit l'appareil, il y a des gens qui sont encastrés dans le plafond, éclatés, etc. J'avais du mal. Je me suis dit tiens, il y a attention aux quadrillas qui viennent du graveur aussi, parce qu'il y avait une. Oui, tout à fait. Mais de pouvoir qui s'appelle la furie, qui permet d'inverser ses runes quasiment. Mais ça, au début, on devenu complètement fou. Quand on lit, on se dit bon bah il colle. Enfin. Mais on est obligé de creuser, quoi. Certaines personnes disent carrément que ce premier quadrilla n'est autre que Graveur lui-même, en fait. Tu vois, ils vont loin, c'est-à-dire que et à la fin ils fuient. Enfin, tu vois, il y a à côté une représentation. Ce serait une représentation de Graveur. Si on l'a laissé fuir, quoi. Ouais, moi il s'est pris une bombe, donc il risquait pas de. Il a éclaté en paillettes et puis. D'accord, ok.
Moi, j'ai un truc. T'as dit à un moment, il parle un peu comme des fantômes, les PNJ. Ouais. J'ai un gros regret par rapport à ça, surtout par rapport à Renaissance. Et effectivement, il y a des moments où donc les PNJ sont en train de parler, typiquement Soren, et où dans la base, les PJ vont poser des questions et donc arriver à des révélations. Forcément, nos PJ à nous, enfin nos joueurs sont tellement mauvais qu'ils posent jamais les bonnes questions. Il y a des fois où vraiment. Et du coup, on a une grande frustration par rapport à ça parce que donc soit on insère un autre PNJ qui pose les questions, mais c'est pas vraiment satisfaisant. Pas le but, soit le PNJ monologue. Sérieux, monologue. Sérieux, ça vous est arrivé ça? Moi, ça m'est jamais arrivé. Les gens qui posent pas les bonnes questions. Ah non, mais jamais quoi. Ah mais il y a des tables. Il y a des scénars que j'ai fait jouer plus de 50 fois, comme Blue Sky par exemple. J'ai toujours eu les bonnes questions au bon moment. Ça pose toujours les. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, non. Alors, certaines tables ont un talent particulier pour être à côté ou poser. Je pense qu'Emmanuel parle aussi des passages genre 24 heures avec Solipsis. D'accord. À Aqua City là dans l'épreuve 4 qui est ou 5 enfin bref qui est assez c'est pas facile mais bon franchement les joueurs ils vont zapper quoi, 1 ou 2 infos, généralement il y a moyen de tout leur placer au pire on fait des longueurs, on va au repas, on provoque la question, on soulève. En fait, moi, avec le recul, ce que je ferais si je pouvais le refaire, et je le referais, c'est avec le temps, bien évidemment, mais c'est faire des petits scénarios pour qu'ils découvrent ça par eux-mêmes. Je pense que je crois mine que de rien, je crois que le scénar solo, c'est un peu la monnaie de sens en règle générale. Hein. C'est vraiment. Jamais fait un seul. Honnêtement, pour reprendre ce que tu dis, si je devais refaire. Pourquoi pas après tout avec un autre groupe et que j'avais du temps, effectivement, ça c'est toujours le problème. Je ferai la liste, je crois, de toutes les informations importantes et puis après tout le reste, je le bazarderai, enfin en me souvenant quand même évidemment, en gardant en mémoire les trucs, mais en gardant juste ça et je ferai fi des dialogues finalement figés. Ce sera ma conclusion, ça, tu verras. D'accord, mince. On réabordera ça tout à l'heure. Alors. Bien sûr, mais c'est ça, pour moi, effectivement, être capable de s'affranchir du truc, mais j'ai l'impression qu'on s'en sent pas capable tant qu'on l'a pas fait jouer une fois, en fait. Exactement. Moi, je pense c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, maintenant, je me sens complètement à l'aise. Ouais. J'ai le bouquin et je peux faire des dialogues entre 2 PNJ. Et t'as commencé Sens comment? En MJ ou en joueur? En MJ. Je voudrais dire aussi qu'il y a une autre raison, c'est que l'exalogie aujourd'hui est bien avancée et donc on a quand même 2 tomes d'avance sur le premier Sens Renaissance et des podcasts. Donc, mais les premiers gens qui ont pris Sens Renaissance, je pense à Shadow, à Adrien, qui n'avaient pas les podcasts à l'époque, parce que ce qu'on dit souvent dans les podcasts sur Sens, c'est qu'il y a plusieurs générations de joueurs. Il y a la première génération de joueurs qui a commencé vraiment en me rencontrant et qui a joué Sens by the book, mais aussi by the Romaric. Et il y a une autre génération de Sens qui a vraiment joué by the book, mais sans connaître Romaric. Et il y a encore une autre génération, c'est celles qui ont rencontré tous ces gens-là et qui ont écouté tous les podcasts et les différentes visions. Et eux, ils ont encore une autre vision. Je pense notamment à Morgan et Maxime, qui sont les joueurs de la dernière génération. Et eux, ils sont dangereux, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout, quoi. Ils sont ultra bourrins. Enfin, Morgan et Maxime, c'est impressionnant. Non, de quoi? La jeunesse aux dents longues. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui as eu l'occasion de les rencontrer? Vous avez déjà discuté de Sens? Un petit peu, oui. Bah, j'ai l'impression qu'ils en savent 2 fois plus que moi. Ah non, mais et c'est le cas. C'est-à-dire que moi, je sais que par rapport à ce que je vais révéler dans Cosmo, je pense pas qu'ils vont apprendre tant de choses que ça dans Cosmo. Ils ont déjà anticipé une grande partie des révélations déjà. Ils sont à 75%. Je pense qu'ils ont anticipé, c'est déjà 75% des révélations. Vous vous rendez compte? C'est monstrueux quand même. Donc là, on a une nouvelle génération qui ont même pris de l'avance sur l'œuvre elle-même. Enfin, ça c'est incroyable. Mais il y en a qui sont doués. Hein. Il y en a. Moi, j'ai un joueur Aloïs, à la moitié de néant, il se doute déjà de la fin, quoi. Ah non, mais oui, bah alors moi j'en ai un comme ça aussi, c'est Aloïs. Avec Sens Renaissance, Sens Emmanuel opine de chef parce qu'il connaît Aloïs, mais Aloïs très 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 pertinent sur ses réflexions dès le départ. On peut retrouver des vieux threads sur les forums où il émet des théories. J'en dirai pas plus. Il y a du très très bon, quoi. Il est très très fort, quoi. Dès le début, il avait vu certaines choses. Donc, ils sont impressionnants, ces joueurs qui ont à la fois les livres et les podcasts. Là, voilà, on a une nouvelle génération, si j'ose dire. Voilà, c'est juste, je voulais dire parce que évidemment, vous dites oui, c'est quand on a déjà joué une fois, quand on a rejoué, oui, et puis aussi quand on a les livres en plus et les podcasts en plus, et ceux qui auront toute l'exalogie, alors eux, à mon avis, ils se poseront même plus les questions qu'on se pose là, peut-être, eux, ils auront les podcasts, l'exalogie, enfin, et ce sera roule ma poule, quoi, ils feront ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Bah, on les salue alors.
Ouais. Hein Oui, ils nous écoutent. Bah oui, ces podcasts ont été enregistrés il y a 6 ans et demi. Les futurs fournées aussi. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder sur ce thème? Ouais, moi je parlerais bien un peu du côté chronologique et linéaire. Alors déjà, je vais tout de suite tendre le bâton pour me faire battre. Effectivement, tu as dit très justement, Vivien, il y a une ligne qui dit « Attention, sens mort, vous les faites dans l'ordre ». Alors, j'avoue, je l'ai encore jamais dit, je fais un aveu en direct. J'avoue qu'à l'exception de ceux qui sont très particuliers, je vous apprends rien, hein, forcément, quand on essaye d'aller à Dreamsters, quand on essaye d'aller du côté de Reverber, quand on essaye d'aller à Doxysteron, voilà, bon, c'est très particulier. Les autres... Qu'est-ce qui se passe quand ils essayent d'aller à Reverber? Parce que au Dreamster, on va dire qu'il se passe rien. Disons que Reverber, il y a un moment où il va pas apparaître. Voilà, il va pas apparaître. Ah oui, tant que c'est pas le moment, ils apparaissent pas. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu sais. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Il y a un côté très jeu vidéo. Il manque un garde qui dit toujours la même chose quand tu lui parles devant l'ascenseur, genre pour monter. Mais il y a Classis, il pourrait le faire. Effectivement. Donc voilà. Ouais. Et par contre pour les autres, je les ai fait au moment où ils avaient envie de les faire, dans le désordre. Non, mais en fait. Hérétique, au bûcher. Non mais parce qu'il y a un moment où plutôt que de les traîner de fragment en fragment, ils sont posés des questions, ils ont essayé de trouver leur propre logique et alors là j'avoue que je les ai suivis. Moi j'ai envie de dire si c'est cohérent ça passe. Si à votre c'est une des règles essentielles de sens. Si c'est cohérent, ça passe. Si dans votre table c'est plus cohérent qu'ils ne les fassent pas dans l'ordre enfin tu vois, voilà. Point. C'est juste que ça paraissait. On avait l'impression qu'il y avait une raison cachée derrière, en fait. Oui, mais en fait ça c'est marrant que vous disiez ça parce que moi j'ai pas du tout réfléchi. Enfin, il y a pas. Alors il y aura aucune si, il y a grosse... le Petit Prince, quoi. Oui, voilà, il y a le Petit Prince. Mais... Non, mais ce que je veux dire, je me disais, il va y avoir un truc ésotérique derrière. Je veux dire, il y a aucune grosse révélation dans Cosmo qui explique pourquoi il faut les faire dans cet ordre-là et pas dans les autres. D'accord. Bon. Voilà. Je le dis comme vous. Donc, tu vois, t'as pas fait une grosse. Je sais pas où vous avez vu écrit que c'était dans cet ordre-là et pas autrement. Si, c'est marqué plusieurs fois. Je vais vous dire, il y a une incohérence dans ce cas-là, parce que dans ce cas-là, le marchand ne peut pas le faire. Et oui. Oui, effectivement. J'ai dit moi je trouvais que ça faisait partie des bonnes idées à la lecture. Je trouvais ça charmant de suivre et puis après, en fait, à faire jouer, je voyais les joueurs qui me tiraient. C'est bizarre que j'ai écrit ça d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être une erreur de pas repasser à la relecture. Mais effectivement, il y en a qu'on peut pas faire avant. Tu peux pas les envoyer à l'héritage. C'est peut-être pour ça que j'ai dit ça. C'était peut-être pour ça en fait. J'ai utilisé une contrainte forte alors que j'aurais pu utiliser une contrainte faible. En fait, je pense que finalement là, il y avait une raison hyper logique derrière et on y a vu une raison cachée. Voilà ce que c'est l'exégèse permanente. Alors, indépendamment de ça, donc c'est vrai que je l'ai fait pour Mort, je l'ai pas fait pour Renaissance et j'appréhende un peu pour Néant aussi. À savoir que pour Renaissance, j'ai eu l'impression de beaucoup les tenir par la main et de les faire avancer dans mon sillage. J'ai peur que la période de Néant, à partir du moment où tout s'enchaîne, ce soit un peu la même chose. Alors bon, bien sûr, Néant, il y a de quoi faire 10 ans de jeu avant que les événements démarrent vraiment. Mais il y a un moment où finalement, il va falloir que ça se passe quand même dans un ordre un peu défini. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Alors c'est pareil, dans Renaissance, on justifie en disant mais oui, mais c'est normal, Sens, ils n'ont pas encore acquis leur liberté, là ils sont trop faibles, donc forcément c'est déterministe. N'empêche qu'en termes de jeu et de plaisir de jeu, moi j'ai eu l'impression de mener mes pires scénarios où c'est tellement linéaire que les joueurs au final ils suivent quoi. Ils suivent. Et que quand en plus ils suivent pas assez bien, t'es obligé de leur coller un PNJ dans les pattes et leur dire oh les cocos, vous allez là parce qu'il y a un problème là-bas à régler quoi. Cela dit, pour moi, j'ai plutôt vu Sens Néant comme alors là pour le coup c'est vraiment comme un Final Fantasy dans la structure, c'est-à-dire on commence par des scénarios linéaires. Et à un moment, le monde explose en quelque sorte, et tu te retrouves avec une carte géante à explorer. T'as noté aussi qu'à un moment donné, tu récupères un vaisseau pour explorer la carte. Grave, c'est ça. Et les invocations et tout. Alors, c'est une des références évidentes dans ce Et du coup, on te dit, voilà, là-bas il y a ce problème, là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je voudrais juste dire que Final Fantasy est une des références absolues de Sens tout court. Hein. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde bien le système de combat, c'est du tour par tour. C'est vraiment exactement positionnement, attaque, défense, etc. Enfin, moi, ça m'arrive pour présenter le système de combat. Je le dis parce que récemment j'ai fait jouer un scénar aux potes de Darky en fait, et pour leur introduire le système de combat, parce qu'ils avaient jamais joué avec le système de combat, parce que Darky, en gros, il passait les combats, il trouvait ça, voilà, il calculait la mort, la vie, il demandait, raconte ce qui se passe, voilà, en gros, il passait la scène de combat.
Et moi, j'aurais expliqué, non, ça se joue pas comme ça. Voilà comment ça se joue. Et pour leur faire la démo de combat, j'ai dit, vous allez tous vous lever. Et je les ai mis en position de Final Fantasy. J'ai dit, bah voilà, vous êtes face à Gladius, il a 2 drones autour de vous, et tac, on a fait du tour par tour. C'est-à-dire, j'ai dit, qui est en KO? Ok, c'est à toi d'agir, qu'est-ce que tu fais? J'attaque le drone, tac, machin. Et je leur ai expliqué, en fait, comment le jeu poussait vraiment à faire ça. Et avec les positionnements et tout, je leur dis, bah, est-ce que tu veux pas perdre ton tour à passer derrière Gladius pour obtenir plus 20 et tout? Ouais, bah, ok, bah, tu te mets derrière moi et tout, machin. Et on a fait ça comme ça. Et tester Sens comme ça, vous allez voir, c'est épique. Ça a l'air énorme. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se joue. En fait, je l'ai jamais dit parce que voilà, mais je pensais que les gens le comprendraient, que ça se jouait comme ça, mais c'est du tour par tour en fait, Sens. Le chaos détermine qui agit en premier. Tu peux passer ton tour et agir quand tu veux pour faire une intervention. Quand t'as des bonus de position, donc tu peux par exemple, enfin, c'est du Final Fantasy. Évidemment, à un moment donné, on récupère l'Alizé dans Sens, mais c'est complètement du Final Fantasy. Enfin, c'est à peine caché. Enfin, je veux dire, il me semble que le FF7 est conseillé dans les musiques. Enfin, voilà, c'est. Bon, bref, je sais pas pourquoi les gens n'ont pas. Et d'ailleurs, il me semble que même Classis à un moment dit, vous êtes dans un putain de jeu vidéo là, ça vous gêne pas? C'est vrai, ouais. Il y a un truc dans ce goût-là. Je sais plus, mais enfin, voilà. Donc, et d'autres réflexions, Emmanuel, par rapport à cette connexion. Alors, par rapport au déterminisme et tout, là, j'ai envie de dire, posez le contrat social, dites à vos joueurs, voilà, c'est Sens. Malheureusement, c'est comme un jeu vidéo, justement. Faut leur dire ça. Il y a des moments, il y a ce qu'on appelle des démos, ce que certains appellent des cinématiques. Et voilà, bah, c'est un peu chiant. Alors, on essaye aujourd'hui avec des gens comme Shadow qui diffusent des sons enregistrés via leur chaîne YouTube, des gens comme Morgan Maxime qui font la même chose. Moi, avec la Guerre des Immortels, on essaye de faire en sorte que les cinématiques deviennent pour le MJ plus agréables en leur proposant du matériel, etc. Bon, mais bon, on fait ce qu'on peut. Le mieux reste quand même de le jouer. Hein, je suis encore, effectivement, notamment du fait que ça. Alors, j'ai écouté, c'est très bon. Hein. Je nie absolument pas la qualité du truc, et je pense que. Mais je pense que c'est plus du jeu de rôle, Shadow, tu vois. Mais... Ah non, mais moi j'assume ce point de vue. J'avais envie on nous dit si on lit entre les lignes, voilà, il y a des cinématiques tout au long de l'aventure. Et ben allez, avec des amis, on s'est amusé, on les a fait ces cinématiques. Ouais. Et au moins, il n'y a pas d'ambiguïté avec le joueur, quoi. Il est là, il le sait. Bon, puis on n'a pas tout. Attention. On n'a pas tout enregistré, etc. On a fait deux scènes. Hein. Ouais, notamment tous les passages avec les PNJ mineurs, enfin d'autres campagnes qu'on peut pas faire vraiment en cinématique ou alors nous on a fait faire deux marionnette scènes, avec ses propres joueurs, ça fera un peu. C'est vrai que ça fait un peu le jeu de rôle augmenté, quoi, finalement. Ouais, mais moi j'aime pas trop. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un petit peu comme quand j'ai regardé le premier dessin animé de Gaston Lagaffe. Je sais pas si vous avez vu, il y a une série de dessins animés Gaston Lagaffe qui passe à la télé en ce moment. Non, la voix de Gaston m'a beaucoup choqué parce que dans ma tête, en tant que lecteur de BD, j'avais imaginé sa voix totalement différemment. Et du coup, la première fois que j'ai vu ça, mais ça m'a fendu le cœur, quoi. Enfin, moi, c'était pas la voix de Gaston. Pour moi, c'était horrible d'entendre sa voix. Enfin, et ça me fait un peu le même effet sur les enregistrements que les fans font pour Sens. C'est-à-dire que il me semble que chaque MJ interprète, mais aussi que chaque joueur interprète les voix. Et j'ai peur que le fait de leur balancer des démos comme ça. Moi, je l'ai vraiment fait pour le plaisir. Table. Ouais, voilà, pour le plaisir de le faire et puis impressionner un peu mes joueurs parce que je voulais vraiment que quand on joue à Sens, il y ait quelque chose de nouveau. C'est super de proposer du matos. Hein, et donc, on le met à disposition. C'est vrai qu'on a bossé dessus. Bon, voilà, ceux qui veulent l'utiliser, l'utilisent. Ça nous fera plaisir. Sinon, il n'y a pas de souci. C'est excellent. Au contraire, ça peut peut-être donner des idées pour faire d'autres choses. Voilà, quand tu m'as fait écouter ça, le passage avec Wilfried face à Graveur, là, il y a une montée. Je suis un quadriaque. Voyez-vous que cela signifie? Enfin, c'est super, quoi. En fait, moi, en tout cas, je rendrai jamais assez hommage aux gens qui font ça. C'est à la fois Morgan Maxime, entendre ces textes lus comme ça, disponibles sur YouTube. Enfin, pour un auteur, c'est extraordinaire. Enfin, c'est super. C'est le genre de choses finalement que je conseillerais aux joueurs après avoir fait la scène avec leur OMJ en fait, pour s'en souvenir un peu. Et puis, du coup, ils sont pas marqués par le truc en amont. C'est un peu comme voir un film après avoir lu le bouquin et pas l'inverse, quoi. Ça évite de mettre les. C'est vraiment pas con, hein. Ouais. T'es d'accord avec ça, Jérôme? Je vois l'opinion du chef. D'autres choses à aborder sur ça? Alors, ce que je voulais dire par rapport à ce taper dirigé, c'est juste qu'il faut prévenir ces joueurs que ça existe et comme ça, ils sont moins choqués et voilà, ils acceptent. Parce que sinon tu les surprends. Nous, on prend j'ai une petite feuille pliée en deux. Et quand on rentre dans un mode cinématique, puisqu'ils ont compris qu'il y a des moments où ils peuvent pas interagir, et plutôt que de le dire à chaque fois, de casser l'immersion, etc., quand vraiment c'est scripté et qu'ils ne peuvent pas agir, moi j'ai ma petite feuille pliée en deux. Génial. Je la pose sur mon écran de jeu.
Ça veut voilà, dire puis cinématique. avec le pli, là ils savent que Faudrait acheter Dès un que c'est clap de fini, cinéma. j'enlève la feuille et bim, ils réagissent tout de suite. Il n'y a Mm. pas de souci. Et voilà, c'est un code qu'on a installé comme ça. Oh, c'est génial. Pas d'obligation, mais ça permet de dire voilà. Ah, c'est Là- super bien. Vous savez qu'il y a des... Tenez-vous prêt, dès que j'enlève encore la une feuille, c'est à fois, vous, quoi. Vous savez qu'il y a des MJ de sens qui ont inventé tous les signaux pour les réplioïdes. C'est-à-dire, par exemple, quand ils font, alors on le voit pas dans le podcast, mais ils font certains gestes pour dire j'active ma réplioïde, j'enregistre des sons, je fais ci et tout. Et donc ils ont un code en fait de jeu qui fait qu'ils peuvent jouer sans dire comment leur armure interagit. Et je vous laisse calculer le nombre de fois où ça économise une phrase. Hein. C'est génial. Et pour l'immersion, c'est absolument énorme. Je passe dans l'ombre monde, je fais ceci et tout. C'est notamment des gens comme David Goss et tout qui ont commencé à initier ces trucs-là. Et j'ai voulu leur rendre hommage dans Sens Néant. J'avais proposé un mode de duel de larmes où au lieu de parler, on fait des signes et des trucs. Mais ça n'a pas été très bien compris ni très bien apprécié. Donc, Puis effectivement, ça doit obliger mais les l'idée est joueurs bonne. à faire beaucoup plus attention les uns aux autres et favoriser une bonne dynamique de Bien groupe sûr. et Ouais, c'est pas mal, en plus hein. de l'immersion. Et l'immersion, Ouais, évidemment. je le crois sans mais. Par contre, Emmanuel. l'aspect cinématique, moi, me gêne toujours un peu au sens où c'est un peu dommage. Je pense par exemple au monologue dans Mort, où finalement de temps en temps il y en a un qui me lâche une petite interjection ou un truc indigné ou une question alors sais pas que je rebondir suis à ce moment-là. Mais si, justement. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que je voulais dire avoir un contenu tout fait ou avoir mis Oui, c'est plus une un genre de cinématique, si on token commence qui à- dit Attention, vous quoi. avez plus le droit de réagir, c'est fais dommage. je me permets de réagir tout de suite. La feuille veut dire vous ne pourrez tuer personne, vous ne pourrez pas empêcher ce D'accord, qui va se d'accord. passer. Rien. Enfin, ils posent des Ça questions, implique ils rien dans parlent. les dialogues. Voilà, mais ils savent que ce qu'il va se passer, Est ils scripté. pourront pas, voilà, Ouais. ils pourront pas agir contre. Mais après, ils parlent, ils posent des questions, ils crient. Enfin, Si, alors c'est C'est- intéressant, voilà. c'est qu'on est toujours entre deux. S'il n'y avait pas ces scènes scriptées, on pourrait pas discuter ensemble aujourd'hui. Oui. En même temps, si elles étaient trop présentes à la manière du scénario du livre de l'ancien sens qu'on feuilletait tout à l'heure avec toi, Emmanuel, Il y aurait rien à dire, quoi. il y aurait rien à dire. C'est ça, c'est que il faut vraiment Sens, c'est un jeu qui parle du dialogue entre la volonté et le monde, entre les joueurs et les meneurs, etc. Et donc il faut toujours être dans l'entre-deux, quoi. On n'a pas le choix. Il y a un moment donné. Cela dit, Vivien. moi, enfin, finalement, j'ai déjà dit, mais effectivement, pour moi, du coup, il y a, en termes de, pendant la partie, en fait, ça donne un petit souci, un peu comme s'il y avait ma partie à moi en tant que MJ qui improvise, qui rebondit ce que les joueurs disent, et la partie écrite, on va dire, un peu comme l'huile et l'eau qui se mélangent pas tout à fait quand même. Ouais, je comprends. Et j'ai l'impression, du coup, mes PNJ, soit ils sont super profonds, ils me parlent de Wittgenstein comme Ouais, je je serais pas comprends. capable, Ouais. et puis le joueur va me poser une question sur autre chose et je vais être comme un con avec Ouais, je mon comprends. PNJ qui va marmonner trois trucs et tous les autres PNJ aussi vont être tout à fait normaux et puis d'un coup il va y avoir des grands moments de Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux qui est dire. l'autre versant aussi du problème qu'on disait, les joueurs qui auront pas forcément l'idée de sortir ça, quoi. Et j'ai le Tout à sentiment quand même que ça participe tellement de l'ambiance de Sens que j'ai pas envie non plus de m'en priver, de revenir à un mode de jeu complètement à moi. D'accord. Un peu comme si, je sais pas, moi j'ai toujours comparé à Ghost in the Shell avec les personnages qui sont à la fois des gros bourrins et qui sont capables de parler de philosophie d'un coup Ouais, en c'est regardant vrai. le ciel. Ah, mais c'est complètement ça. Moi c'est ce que j'adore. Mais quelque Ouais. part, voilà, Moi, je sais que complètement j'essaye ça. d'éviter de le Jérôme. lire. Enfin, j'ai le bouquin sous le nez, je l'ouvre pour ce genre de passage, mais j'évite de lire. Enfin, je retranscris. Je sais pas, moi, je suis un peu école moderne, on va dire, ou je sais pas, contemporaine en tout cas, à la Game of Thrones où tout le monde parle comme de nos jours quasiment, en tout cas pour la série. Et moi, un n'est-ce pas au milieu d'un dialogue, rien que ça, je le transforme en un c'est ça. ouais. Oui, non, Et bien sûr. je fais ça avec toutes les phrases, enfin autant que je peux parce que je suis en impro quoi, parce que je vais pas réécrire les textes non plus. Et j'essaye vraiment de le rendre parlé plutôt qu'écrit. Très bien. Tout à fait, Très oui. bien. C'est pas facile. Hein. oui, ce que j'allais dire, hein, c'est pas heureusement évident. que c'est ma Il faut, sixième il table, ouais, faut- non, parce que la il faut première Sixième je table. fais- Ah oui, d'accord, je comprends que tu j'ai sois à fait l'aise. 4 fois Renaissance, 3 fois. Autant 2 pour fois moi. Mort. Non, mais par contre, voilà, au début, je faisais pas ça et j'aurais pas été capable, hein, Oui. même si j'aurais voulu. D'accord. Moi, je me sens incapable de faire ça dans des. Enfin, je sais pas, quand Solipsis balance, je sais pas, 3 pages de révélation avec plein de questions, je suis incapable de réagir aux questions de mes joueurs du tac au tac. Faut que je me. Ouais, clairement. Enfin voilà,
Je suis obligé de prendre le bouquin à un moment et encore. Alors soit je dis bon bah attendez, il faut que et puis hop je le fais dans ma tête puis j'essaye de répondre puis finalement on perd en immersion ou alors je prends le bouquin je lis parce que je perds en immersion aussi. Bon moi j'ai pris le parti de lire le bouquin. Enfin parce que je veux rien rater en fait. Mais c'est qu'un parti. Je comprends tout à fait si tu arrives à maîtriser la réponse comme ça et je le. Préciser quelque chose, c'est. Enfin, moi, j'ai été formé à l'école Synthèse et c'est l'école. Non mais l'écurie Synthèse. Voilà, l'écurie Synthèse, voilà, la guillotine pictavienne qui coupe tout ce qui dépasse. J'adore. Et bref, c'est le rasoir d'Occam de Poitiers. Bon, ouais, on a. Voilà, passons. Mais c'est un des principes de prosopopée, c'est le silence, c'est pas gênant. Ouais. Et moi, du coup, je veux appliquer ce principe-là à mes joueurs qui, pour la plupart, ont été formés par moi. Et du coup, c'est pas gênant si je prends 15 secondes pour réfléchir avant de faire répondre Solipsis. Et moi, je trouve ça très classe et je remercie Frédéric d'avoir formalisé ça parce que c'est vrai que c'est très bien de dire ça. Le silence n'est pas gênant, c'est vraiment une super très bonne idée. Alors, encore une fois, par rapport à la posture de MJ, j'ai envie de dire le silence, c'est pas gênant si c'est pas oh mon Dieu, c'est quelle page C'est quelle page Tu fais ça, mais en silence. Avec un air digne, sans bouger, en tournant les pages lentement et en regardant droit devant toi. Moi, si je peux me permettre de donner un conseil... Emmanuel, bien sûr, c'est le but de ce podcast. Je l'ai beaucoup fait pour Mort. C'est lisez le livre. Alors, merci. Bah voilà, bonne conclusion. Non, c'est ce que je veux. Quand vous êtes joueur, lisez pas les livres, sinon vous allez vous cogner un peu quand même. Non, mais posez-vous chez vous dans une pièce, de préférence tranquille et à l'écart de votre dulcinée pour qu'elle vous prenne pas pour un timbré, et puis ou qui vous prenne pas pour un timbré d'ailleurs. Merci. Et lisez à voix haute plusieurs fois les monologues, les discours des PNJ, en vous mettant bien dans leur peau, et mine de rien, ça va devenir. Non, mais il se fout de ma gueule, Jérôme. Non. Je l'ai fait aussi. Je crois que je lisais les passages de Graveur en levant les bras. Il me semble bien. C'est pour ça que je rigolais avec lui parce que je doutais bien parce que c'est tout à fait ce genre de meneur Jérôme avec sa clope en train de tirer, faire des tirades. Non, mais je t'imagine trop comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça devient un peu des réflexes, en fait, à la fois sur le vocabulaire, la façon de le dire, ça devient vraiment des éléments de langage presque politiques, avec les réflexes à la Sorène. Donc, je pense que ça peut être... Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect oral. Et puis, je crois que ce que je vais faire pour Néant aussi, c'est que je vais lire le bouquin avec ma feuille A4, mon stylo. Je vais laisser très précisément 10 mm entre chaque ligne, entre chaque point qui me paraîtra intéressant, précisément 10 mm. Je vais couper au ciseau à 5 mm entre deux lignes, et puis comme ça me retrouver avec tout un tas de petits papillons que je vais étaler devant moi, et en fonction de ce qui intéressera mes joueurs à l'instant T, je sortirai le papier. Non, mais parce qu'il y a un moment où... Myphos Quadrilla, c'est un gentil dictateur de oui, mais justement pour avoir plus de liberté et parce que finalement, bon, c'est ce que j'ai fini par faire. Le contrôle, c'est la liberté. C'est ça. Mais on a le droit d'apprécier. C'est ça. Elle a dit, c'est ça. Vous l'avez pas entendu. Elle a dit, c'est ça. J'ai bien compris. Tu vas dépioter ton. Super. Son néant. Je vais écrire sur une feuille à côté. Non, je ne touche. Le premier qui touche à mon bouquin de sens. Non, l'idée c'est vraiment d'écrire tous les points qui sont à la fois des points importants dans le scénario et puis à la fois des points d'univers. Conclusion. Qui je veux juste rajouter un truc sur les dialogues rapidement. D'accord. Enfin, juste dire en fait, moi il y a 2 passages sur les 3 bouquins qui m'ont traumatisé en quelque sorte à ce niveau-là. C'est à Sens Mort, le passage la première fois quand ils vont dans l'université et qu'on leur explique l'utilisation des ordinateurs Cosmo et Rebirth. Je n'ai rien compris à ce passage, du coup pour le restituer, ça a été infernal, donc j'ai lu en fait comme une espèce de perroquet. Moi j'ai fait des pirouettes là. Pareil, c'était vraiment... Parce qu'ils avaient accès à l'ordinateur et... C'est très simple. L'ordinateur est un ensemble de faits qui sont décrits dans un langage imbitable. Il n'y a que Myphos qui en a l'accès. Il n'y a que lui qui le comprend. Donc du coup, ils ont mis en place un système qui s'appelle l'œil. L'œil, c'est en gros, tu peux projeter ton regard à n'importe quel endroit dans le monde et l'œil traduit le langage imbitable de Myphos dans un langage plus facile pour toi. Si tu parles de cosmos, on te montre le cosmos. Si tu parles de voiture, l'œil se met à l'échelle des voitures. Si tu parles
d'atomes, l'œil se met à l'échelle des atomes et te montre des atomes, c'est tout. Ouais, c'est bien ce qui est dit, mais C'est pas tant le Fin de problème, c'est que les joueurs, on leur laisse l'accès un petit peu à l'ordinateur, ils peuvent poser quelques questions, etc. Ils posent la question. Et puis il y a toujours après des questions un petit peu, donc on peut voir le présent, Sur ton micro. Enfin, en fait, c'est tout ce qui va tourner plus autour des ordinateurs. Ça, Ça, c'est dit pour des raisons de Non, mais sécurité. sécurité. Pour des Voilà. raisons de Non, mais alors, sécurité, voilà. ce podcast sera entièrement redoublé à la bouche. Non, mais c'est exactement ça. C'est la phrase qui permet de sortir de toutes les choses un petit peu tendancieuses qu'ils voudraient faire avec les ordinateurs. Ah, Mais non, mais là, t'as pas l'information, elle est bloquée. C'est codé. Non, mais moi, Voilà, alors c'est moi, par codé, contre, je suis moins etc. vicieux. Enfin, j'essaye de pas être vicieux et je leur dis clairement c'est Anastasia, il me semble, qui leur tend le PC. Je leur dis clairement, c'est tout ce qui est plus jeune que 60 ans, on peut pas y aller pour des raisons de vie privée. Et tout ce qui est plus vieux de 100 ans, c'est pour des raisons donc en fait Universitaire, je croyais. Voilà, Attention, donc, t'entends en fait, on a une fourchette très précise qui est grosso modo En gros, ça sert à rien. Partout il y a des secrets, on peut pas y aller. La Exactement. Non, mais c'est ça, du la coup. CNIL C'est ça, du veille. coup. Mais moi c'était même pas ça, c'est juste que finalement l'œil ça m'évoque des images, mais du coup c'est pas des images, c'est un langage, mais Ouais, quel c'est langage? Et alors là, Bah, c'est parce qu'en fait après tu peux imprimer. Par exemple si tu dis par exemple je veux savoir ce qui se passe au niveau de l'atome, donc l'œil te du montre coup, ce il qui se imprime passe quoi? et après t'imprimes en fait du langage traduit par l'œil aussi. C'est-à-dire que mais là en langage de proposition. Par exemple tel atome est à côté de tel autre, mélangé à tel ion d'hydrogène d'atome etc. Machin D'accord. truc. Donc c'est des mots quoi en fait. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'ordinateur de Mifos s'adapte au langage dans lequel tu parles. Si par exemple, t'arrives, tu lui poses une question en anglais, il comprend immédiatement à quelle échelle tu te situes. Par exemple, si tu dis, Oui. je veux savoir si je peux acheter ma nouvelle voiture demain, il prend voiture demain, donc il se dit humain, niveau voiture, donc je vais lui présenter des voitures à telle échelle, etc. Il comprend automatiquement ce que t'es. Donc il y a, tu vois, très C'est pas curieux simple, ouais. l'œil. Je persiste à dire que. Alors, et du dans coup, le je sens- me suis raccroché au truc en le lisant, mais alors. D'accord, surtout chaud, posez pas de quoi. questions, s'il vous plaît. T'as mis le petit papier cinématique. Ne pas déranger. En fait, c'est du web sémantique, quoi. C'est ça, exactement. un truc qui va C'est- ouais, réfléchir. Exactement, tout à fait. Alors, C'est Google Now. Sens Cosmo ira très 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 loin dans l'analyse de ce que sont Cosmo et Rebirth, puisque c'est un des propos du. Et donc le deuxième point, donc pour revenir encore à l'écriture du scénario, c'est la fin de Sens Néant, Oui, oh là là. où j'ai été mais sur les rotules après avoir passé 1h30 à lire quasiment toutes les infos qu'il y avait. Mais alors, par contre, t'as rassemblé ce que moi je fais jouer en 7 épreuves en une seule, quoi, de ce que j'ai vu de tes rapports de partie. Ah, c'est que concrètement, en fait, finalement, Mange c'est que, lune, là. Le mange-lune. c'est ça. Tu vois le Shane Bob qui te raconte pourquoi il a fait tout ça, puis tu vois Classis qui te raconte pourquoi il a fait tout ça, en gros. Et les deux cumulés forment quand même qu'un seul scénario, sauf à rajouter Et en des plus, aventures t'as lu ensuite. la lettre d'adieu à Dieu d'un seul coup. Ah mais non, bien sûr que non. Ah bon. Non, je suis pas fou à ce point quand même. Ah bon. Je suis ce qu'il y a dans la base. La base me dit tu le découpes en morceaux, j'ai découpé en morceaux. Ah d'accord. Quand même. Oui. Parce que, Et après, il m'a fait une critique où il m'a découpé en morceaux. C'est exactement. et moi aussi, je t'ai fait une petite critique. Oh là là, oui, toi, elle était Ouais. belle celle-là. Je te voyais trop euh, t'énerver sur ton PC avec la club, c'était bien. J'adore. J'aime bien les Enfin, critiques de toute naturelles. façon, ça rejoint globalement ce qu'on disait, l'idée de Mais oui. redécouper les révélations et de les introduire cette fois dramatiquement, parce que quelque part, c'est ce qu'on lit dans les livres de scénario, et là, pour le coup, je leur donne pas tort, c'est les informations sont des munitions, comme ils disent, économisez-les, distribuez-les Ouais. au fur et à mesure, et C'est ça. dramatisez-les pour que les joueurs aient vraiment, voire même fait des amorces, lancer des débuts de c'est ça. pistes, puis donner l'information. C'est ça. Et toutes les informations essentielles, finalement, de Néant, quasiment, sont dans le dialogue avec Bob à la fin, quoi. Tout à fait. Alors moi, si j'ai un conseil à donner à ceux qui préparent les épreuves de sens, moi je vais vers la conclusion là. Hein, si vous avez, Allez, à moins que vous ayez- Allons-y. moi, si j'ai un conseil, c'est de voir les révélations qui font sens pour vous. Et je prends sens dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous semble important. Et écrire juste sur un petit papier, un petit post-it, Solipsis est une femme, Wilfried est etc., etc. Et vous notez juste ça. Et en fait, dans le scénar, au cours du scénar, vous faites une croix. Dès que la révélation est lâchée, vous faites une croix. Et- C'est la cartouche en fait. Quand je c'est disais ça. que je prépare mes scénarios sur un post-it, c'est Oui, ce que je fais. C'est ce que tu Je fais. note Voilà. Soren, machin. Et je note qu'un mot à chaque fois parce que moi Attention je sais à quoi à ton micro. je note Jérôme. qu'un mot à chaque fois parce que je sais à quoi ça correspond. Ouais. Et du coup, ça Voilà. fait que mon scénario il loge sur un Alors, j'ai- A5. Vous pouvez demander à Adrien, j'avais même poussé le vice dans Sens Néant à la base, dans une première lecture, à mettre des petits carrés à côté des révélations dans la base.
De façon à ce que le MJ puisse les cocher en fait au fur et à mesure. C'est rigolo ça. Et ça, finalement, c'était vraiment très moche. Mais je vous invite à faire ça. Alors, pourquoi je vous invite à faire ça? Souvent, avec Natacha Forel, on dit le propos d'un jeu, c'est ce qu'il nous reste, ou le propos d'une œuvre d'ailleurs, on parle d'un jeu forcément, c'est ce qu'il nous reste de cette œuvre lorsqu'on a terminé de le lire. Et moi, je pense que les nouvelles de sens, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez fini la nouvelle de sens, c'est vous mettez dans le fauteuil et oh putain, qu'est-ce que j'ai appris là? Ok, j'ai pris ça comme claque, j'ai pris ça comme claque, j'ai pris ça comme claque. Bon, bah, je vais filer ça à mes joueurs, c'est des claques que je vais leur donner, quoi. C'est ça l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est après la lecture de l'épreuve, vous dites ok, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Alors après, parfois, on est là en train de se dire bon, vous notez les 3 premières claques que vous avez pris. Vous dites ça, c'est les révélations les plus importantes. Ensuite, vous faites une relecture. Et là, vous vous dites, il y a peut-être des sous-révélations, tu vois ce que je veux dire? Et essayez de voir s'il n'y a pas des révélations que vous avez ratées ou des trucs que vous aviez oubliés. Parce qu'après la première lecture, forcément, quand vous essayez, il y a des trucs sur lesquels vous avez été vachement sensible et d'autres sur lesquels vous n'avez pas été sensible. Et après, dernière relecture. Donc 3 lectures quand même, ouais, c'est gourmand. Mais bon, en même temps, elles sont courtes les épreuves en lecture. Et ça fait 10 pages chacune à peu près en moyenne. Il n'y a pas des révélations que dans les épreuves. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, ça... Faut tout relire. Avant chaque partie, vous relisez toute la base et vous recommencez à la Renaissance, et même ensuite, si vous en êtes à Cosmos. Juste pour finir, pour être très clair, je suis désolé, c'est quelles vont être, à votre avis, les révélations qui vont être importantes pour tel ou tel joueur? C'est-à-dire qu'il y a des révélations parfois où c'est les quadrillas qui vont être plus sensibles, d'autres où c'est les bugs, d'autres où c'est les fragiles, etc. Quitte à en rajouter, peut-être Quitte à en inventer rajouter, soi-même. voilà exactement, et surtout en inventer. Surtout en en rajouter. Effectivement. Donc voilà, laisser les joueurs inventer leur PNJ. Tiens, est-ce que t'as un pote au commissariat? Tiens, est-ce que t'es marié? Est-ce que le truc? Ça, on l'a pas dit, ou même en posant des petites questions à la Apocalypse World en cours de campagne aussi, des fois. Alors ça, je me demande du coup, parce que c'est effectivement, maintenant, j'aurais tendance à aimer les jeux improvisés, etc., avec des règles qui poussent à faire ça. Mais est-ce que dans le sens, notamment, en tout cas dans le premier scénario, est-ce que ça va pas un peu à l'encontre d'un jeu qui est de moins en moins dirigiste? De commencer, parce que c'est ce que j'ai fait en fait dans la base, j'ai demandé aux joueurs en gros comment ils réagissaient, tout alors ça. non, Vivien, je t'explique pourquoi, c'est même un des propos du jeu en fait. D'accord. Quand tu regardes bien quand tu lis bien Sens Néant, en fait, tu t'aperçois que le jeu te propose de donner des liens pour acquérir la narration sur... Oui, mais en fait le fait de commencer à le faire dans Sens Renaissance en donnant des PNJ sur lesquels finalement le joueur va avoir un petit peu d'autorité, c'est commencer à introduire cette notion de sens néant qui est que plus tu donnes des liens à un personnage et plus au final, à la fin en tant que joueur, c'est toi qui vas finalement le jouer et devenir sensibiliser. Ça pourrait faire une étape intermédiaire finalement. Voilà, on d'abord par les décrire, puis on formalise un peu. Et pour l'anecdote, tous les PNJ que mes joueurs ont créés, ils se sont donné des liens avec eux une fois arrivés dans Sens Néant. Et voilà, exactement. Non, effectivement, vu comme ça. Et en fait, dans Sens Néant, c'est dit explicitement. Les myriadiens que vous forgez, que vous créez, c'est à vous de les interpréter. Et c'est ainsi que finalement les joueurs gagnent progressivement de la narration sur le meneur de jeu finalement. Ceci dit, là, ça peut avoir ses défauts aussi. Absolument, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu de très bonnes scènes parce que j'interprétais les personnages avec lesquels ils avaient des liens pour faire du répondant. Absolument, absolument. Mais c'est pour ça que c'est une partie, tu vois. Ils en contrôlent une partie, pas la totalité. Les liens qu'ils ont avec eux, ils les contrôlent, ils les maîtrisent un peu. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent quand même s'ils les détestent ou s'ils les aiment, tu vois ce que je veux dire. Mais et puis bon, par exemple, quelle est leur apparence et jusqu'où ces gens sont prêts à s'engager auprès d'eux, etc., etc. Mais après derrière, toi, il te reste les faits. Oui. Et les liens contre les faits, n'est-ce pas? La liberté des joueurs contre le déterminisme de sens, je ne sais pas. Voilà. Enfin, bref. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, absolument. Et ça montre que la métaphysique d'un jeu, ce n'est rien d'autre que le système de ce jeu, en fait. Shadow, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était plus une conclusion assez évidente. La base, on parle de base à chaque fois. Pour moi, la base, c'est plus le bouquin. Ah, ça c'est beau, ça. La base d'aujourd'hui, c'est le bouquin, plus les commentaires sur les forums, plus les podcasts. Voilà. Faut en avoir conscience quand on s'attaque à la guerre des immortels, les 2 vidéos de la guerre des immortels. Quand on s'attaque à Sens, il n'y a pas que l'investissement de la lecture et de préparer son scénario tout seul devant sa feuille. Il y a aussi écouter quelques podcasts pour
Voilà, on a voir besoin les autres MJ de Sens sur les conves. Oui, passer un coup de fil de temps peut-être. J'irai en pas temps. jusque-là, mais non, si, mais c'est important. Je trouve que ce partage entre MJ, ça apporte beaucoup de choses, bien sûr. Je trouve que c'est le plaisir du jeu, en fait. Voilà, la base, le minimum, c'est le bouquin plus le podcast qui concerne le chapitre. Les discussions autour du jeu sont le jeu lui-même. Et ne pas hésiter à s'inscrire sur le forum, à demander de l'aide aux autres MJ. Il y aura moi ou d'autres personnes qui vont répondre. D'ailleurs, je voulais remercier ici, tiens, tant qu'on parle de ça, toi notamment. Alors, pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres, forcément, ce podcast s'inscrit dans un contexte aussi temporel, mais tous les MJ comme vous, Vivien, Jérôme, Adrien, qui répond parfois, qui répond moins maintenant, mais Morgane et Maxime et tous ceux qui m'aident à entretenir le forum des ateliers imaginaires en répondant aux questions. Parfois, il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu, et vraiment, je vous remercie. Et là, je dis ça à tous les gens qui écoutent aussi ce podcast et qui le font. Hein. Merci à ceux qui répondent à ma place, parce que ça me laisse du coup du temps. Parfois, je vois, c'est cool, Jérôme a répondu, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire, quoi. Une fois sur une. Donc merci Jérôme, et merci à tous ceux qui participent comme Vivien et tout au forum, et Maxime, Morgane et tous les autres, hein, bien sûr. Il y a Fabien aussi. Je pense même des fois à contacter certains MJ. Enfin moi, si on a des questions à me poser sur des choses, pas hésiter à me contacter via MP ou quoi sur le forum. Merci à vous de faire vivre Sens, MJ, même si voilà, là on aborde un peu un aspect négatif du jeu, c'est finalement son manque de clarté, son manque d'information. Finalement, c'est un défaut de Sens Renaissance, on peut le dire. Je fais la leçon souvent dans les podcasts one shot en disant tel jeu est incomplet, dysfonctionnel, parce qu'il manque ceci et cela. Et au final, Sens Renaissance, et ça je le dis très très souvent, c'est un jeu qui reste dysfonctionnel et dont le but est dont le but des podcasts est justement de le rendre de plus en plus fonctionnel. Et je vous remercie de m'aider à faire ce travail de retirage de balles dans le pied. En même temps, c'est pas si grave apparemment. Quand on en est à sa 6e table, il y a plus de problème. Oui, c'est vrai que. Merci Jérôme. Merci Jérôme de nous montrer l'exemple. Faites des tables. Merci à tous. Râlez-moi, je vais plus, c'est ça qui compte.